Bien, on va commencer donc ce conseil municipal. Alors, je vais commencer donc désignation d'un secrétaire de séance, Madame Gaëlle Lefebvre. Lecture des procurations, donc il y a pas mal de monde. Michel Touchard à André Brancard, Jérôme Grimelard à Gérard Jarling, Alice Seguin à Monsieur Jocelyn de Signy, Madame Soraya Méchery à Dominique Cantot, en attendant qu'elle arrive, si elle peut arriver, Madame Brigitte Poli à Franck Briffaut, Christine Ménard à Monsieur Jacques Didier et Monsieur Gilles Lusan à Gaëlle Lefebvre. Avant de commencer la séance du conseil municipal, je souhaiterais observer une minute de silence en mémoire de Monsieur Thierry Moulignot, qui était un agent très connu, bien sûr, des services de l'ensemble de la mairie de Villers-Cotterêts, qui a servi la ville pendant de nombreuses années et qui est décédé récemment. Et je voulais qu'on ait une petite pensée donc, pour l'ensemble de sa famille, Chantal et Daniel Moulignot, ainsi que les enfants, concernant donc, le décès de M. Thierry Moulignot, qui est survenu assez rapidement. Donc, et par la même occasion, je signalerai également que Mme Poli, ici présente, vient de perdre sa fille. Voilà. Donc, une minute de silence. Je vous remercie. Donc, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 16 novembre 2022. Procès-verbal du conseil municipal du mercredi 16 novembre 2022. Gaëlle Lefebvre, désignée secrétaire, procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 28 septembre 2022. Celui-ci est adopté à l'unanimité. 65-2022, décision par délégation. 66-2022, modification du nombre d'adjoints. Adopté à l'unanimité. 5 abstentions, Jeanne Doyer-Roussel, Denis Maurice, Norbert Poirier, Fabrice Dufour, Jean-François Collet. 67-2022, motion proposée par l'Association des maires de France concernant les conséquences de la crise économique et financière. Adopté à l'unanimité. 68-2022, tarif du musée Alexandre Dumas. Adopté à l'unanimité. 69-2022, tarif des produits culturels vendus au musée Alexandre Dumas. Adopté à l'unanimité. 70-2022, tarif de cession des droits d'utilisation de documents photographiques du musée. Adopté à l'unanimité. 71-2022, tarif des ateliers et concours, médiathèques, musées, services culturels. Adopté à l'unanimité. 72-2022, tarif des concerts. Adopté à l'unanimité. 73-2022, tarif des représentations théâtrales. Adopté à l'unanimité. 74-2022, tarif de la médiathèque Alexandre Dumas. Adopté à l'unanimité. 75-2022, tarif de vente au musée de 19 livres d'Alexandre Dumas, adopté à l'unanimité. 76-2022, tarif de l'école municipale des sports, section enfants et opérations à fond l'été, adopté à l'unanimité. 77-2022, tarif de l'école municipale des sports, section adultes, adopté à l'unanimité. 78-2022, tarif d'utilisation des salles sportives
90-2022. Révision du tarif pour la location de locaux, salle Georges Bourdon à l'Office de tourisme intercommunal, communauté de communes Retz-en-Valois, adopté à l'unanimité. 91-2022. Avis sur le projet de vente d'un logement social situé 4 rue de la Vénerie, adopté à l'unanimité. 97-2022. Vente d'un terrain au service départemental d'incendie et de secours 10 de l'Aisne pour la construction du nouveau centre de secours, correction de la liste des parcelles à céder. Adopté à l'unanimité. 93-2022. Exploitation du cinéma Les Clubs, prolongation de la convention de délégation de services publics par voie d'avenant pour une durée d'1 an. Adopté à l'unanimité. 94-2022. Exploitation du cinéma Les Clubs, choix du mode de gestion et autorisation de lancement de la procédure de renouvellement de la délégation de services publics. Adopté à l'unanimité. 95-2022. Droit d'occupation du domaine public pour le commerce ambulant. Adopté à l'unanimité. 96-2022. Droit d'occupation du domaine public pour les terrasses, étals et diverses occupations commerciales. Adopté à l'unanimité. 97-2022. Tarif de location de chalets ou de barnums installés sur le domaine public pour le marché de Noël. Adopté à l'unanimité. 99-2022. DMB1, budget principal. Adopté à la majorité, 3 voix contre, Jeanne Doyer-Roussel, Denis Maurice, Norbert Poirier, 2 abstentions, Fabrice Dufour, Jean-François Collet. 98-2022. Tarif pour le salon du mariage, adopté à l'unanimité. Merci. Et du coup, ça a décalé. Donc c'est 99-2022, DMB1, budget principal. Donc adopté à la majorité, 3 voix contre, Jeanne Doyer-Roussel, Denis Maurice, Norbert Poirier, 2 abstentions, Fabrice Dufour, Jean-François Collet. Excusez-moi. 100-2022, tarifs cimetières communaux et columbarium et jardin du souvenir applicable à compter du 1er janvier 2023. Adopté à l'unanimité. 101-2022, tarif de location de banderoles applicable à compter du 1er janvier 2023. Adopté à l'unanimité. 102-2022, recensement, recrutement d'agents recenseurs. Adopté à l'unanimité. 103-2022, rapport sur les orientations budgétaires. Alors là, je pense que je vais arriver à la fin. Adopté à l'unanimité, 3 abstentions, Jeanne Doyer-Roussel, Denis Maurice, Norbert Poirier. Et c'est fini. Est-ce qu'il y a des interventions concernant ce procès verbal du 16 novembre 2022 ? Je vais le mettre aux voix. Quels sont ceux qui sont favorables ? Ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre, adopté à l'unanimité. Approbation du procès verbal du Conseil municipal du 14 décembre 2022. Procès verbal du Conseil municipal du mercredi 14 décembre 2022. 104-2022, décision par délégation. 105-2022, tarif de vente de documents désherbés à la médiathèque Alexandre Dumas. Adopté à l'unanimité. 106-2022, tarif d'utilisation d'une salle ou d'un terrain sportif et du tableau de marque électronique. Adopté à l'unanimité. 107-2022, rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité des services publics de l'assainissement non collectif. 108-2022, rapport annuel 2021 concernant l'exploitation, le prix et la qualité du service public des transports urbains de la CCRV. 109-2022, remplacement d'un membre suppléant de la commission de délégation de services publics et de concession. Madame Jeanne Doyer-Roussel est élue à l'unanimité pour siéger au sein de la commission de délégation de services publics et de concession. Adopté à l'unanimité, 1 abstention, Jade Gilquin. 110-2022, reprise de la voirie et des équipements publics du quartier de la ZAD du Parc et incorporation au domaine public communal, ajout de 3 parcelles. Adopté à l'unanimité. 111-2022, organisation d'une concertation publique autour du projet de réaménagement de l'îlot Ernest d'Autrive. Adopté à l'unanimité. 112-2022, désaffectation et déclassement des emprises parking et voiries constituant l'îlot Autrive, ouverture de l'enquête publique réglementaire, adopté à l'unanimité. 113-2022, augmentation des tarifs des droits de place et de redevances pour l'exploitation des marchés. Adopté à la majorité, 1 voix contre, Jade Gilquin. 114-2022, avis du Conseil municipal sur les ouvertures dominicales 2023. Adopté à l'unanimité. 115-2022, budget annexe aménagement quartier route de Paris 2023. Adopté à l'unanimité. 116-2022, taux d'imposition communaux, budget 2023. Adopté à l'unanimité, 5 abstentions, Jeanne Doyer-Roussel, Denis Maurice, Norbert Poirier, Fabrice Dufour, Jean-François Collet. 117-2022, budget principal 2023.
5 voix contre, Jeanne Doyer-Roussel, Denis Maurice, Norbert Poirier, Fabrice Dufour, Jean-François Collet, une abstention, Jacques Gilquin. 118-2022, subvention au CCAS en 2023, adopté à l'unanimité. 119-2022, tableau des effectifs au 1er janvier 2023, adopté à l'unanimité. 120-2022, subvention allouée aux associations en 2023. Adopté à l'unanimité, 4 abstentions, Jeanne Doyer-Roussel, Denis Maurice, Norbert Poirier, Jacques Gilquin. 121-2022, garantie d'emprunt Claisance pour la construction de 14 logements rue Victor Hugo. Adopté à l'unanimité. 122-2022, réaménagement par Claisance de prêts garantis par la ville. Adopté à l'unanimité. C'est fait. Des questions concernant ce procès-verbal? Autrement, je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont favorables? Ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre, adopté à l'unanimité. Donc, décision par délégation. Donc, monsieur le maire informe des décisions prises par délégation conformément à la délibération du 27 mai 2020. Donc, il y a l'arrêté 15-19 sur 2022 concernant l'acceptation d'un chèque de 208,54 € proposé par Groupama concernant un bris d'écran d'ordinateur en date du 14 juin 2022. C'est pas moi. Un arrêté 15-24 sur 2022, vente d'un véhicule Peugeot partenaire immatriculé BW 992 PQ au prix de 2 400 €. Un arrêté 15-28-2022 sur l'acceptation d'un chèque de 38,37 € proposé par Groupama concernant le choc d'un véhicule sur un potelet rue de Verdun en date du 1-8-2022. Un arrêté 46-2023 concernant la location du garage communal numéro 31 rue Lavoisier. Le 183 sur 2023 demande de subvention au conseil départemental au titre de APV pour les travaux de réaménagement complet et de mise en accessibilité de la rue Général Mangin. Arrêté 184-2023, demande de subvention au conseil départemental au titre de l'APV, à un partenariat voirie, je précise, pour les travaux de réaménagement complet et de mise en accessibilité de la rue du Pleu. Arrêté 185-2023, demande de subvention au conseil départemental au titre de l'APV pour les travaux de création d'un espace partagé, mise en accessibilité et parking sur le parking de l'école Montconduit. Ensuite, donc on a le remplacement d'un membre de la commission finances. Donc le conseil municipal, vu l'article L21, 21, 22 et suite du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 27 mai 2020 relative à l'élection des membres de la commission finances, considérant la démission de Mme Jeanne Doyer-Roussel de la commission finances, décide à l'unanimité de procéder à main levée au remplaçant d'un membre de la commission finances. Donc on va voter d'abord le principe de la main levée. Ça, c'est la première chose. Donc, je mets cette partie à la voix, qui sont ceux qui sont favorables, ceux qui s'abstiennent, s'ils votent contre. Il s'agit donc de remplacer le membre du groupe de Mme Doyer. Donc, dans le cas du respect de la proportionnelle, je souhaite qu'on reste bien sûr sur cette disposition. Donc, je propose, moi, de voter pour celui qui aura été choisi dans son groupe pour siéger à la commission finances. Donc, je veux savoir simplement qui, M. Norbert Poirier. D'accord, donc candidature de M. Norbert Poirier. Donc je vais mettre aux voix le vote pour Norbert Poirier. Quels sont ceux qui sont favorables? Ceux qui s'abstiennent, compte adopté à l'unanimité. M. Norbert Poirier est donc élu membre de la commission finances. Tarif de vente au musée Alexandre Dumas, livres et kits de calligraphie. Considérant l'intérêt de la mise en vente au musée Alexandre Dumas du livre Dumas le Conte Noir de Tom Rice, édition Flammarion et Visage d'écrivain, l'album du festival Résonance par le réseau des maisons d'écrivains et de 2 kits de calligraphie. Considérant l'avis de la commission culture et francophonie émis en sa séance du 16 février 2023, le conseil municipal décide de mettre en vente au musée Alexandre Dumas, à compter du 1er mars 2023, au tarif suivant. Dumas le Conte Noir, 23 € l'unité. Visage d'écrivain, 15 € l'unité. Kit de calligraphie 2 plumes, 12 €. Kit de calligraphie 8 plumes, 19,90 €. Charge et délègue monsieur le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. S'il n'y a pas de questions, je mets ces délibérations en voix. Quels sont ceux qui sont favorables? Ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre, adopté à l'unanimité. Entrée gratuite au musée Alexandre Dumas.
Vu les demandes de structures associatives et scolaires de disposer de l'eau pour l'organisation de différentes manifestations, vu l'intérêt pour la ville de contribuer à ces actions, vu l'avis de la Commission culture et francophonie émis en sa séance du 16 février 2023, le Conseil municipal décide que le musée Alexandre Dumas pourra délivrer chaque année 15 entrées gratuites donnant accès au musée afin de pouvoir répondre aux demandes de l'eau faites par des structures associatives et scolaires. Ces entrées seront valables pour l'année en cours au moment de leur délivrance. Charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. Oui. Monsieur le maire, nous avions demandé lors du conseil du 16 novembre que nous accordions la gratuité aux personnes en situation de handicap. Ça avait été refusé par vous-même et votre équipe. Donc, nous souhaiterions que ce soit rattrapé et que nous précisions que nous accordons également la gratuité aux personnes en situation de handicap, sur présentation de leur carte, bien évidemment, comme ça se pratique dans pratiquement tous les musées. Voilà. Vous aviez effectivement posé la question, mais je crois que je vous avais répondu. Pour l'instant, ce n'était pas à l'ordre du jour, parce que c'est une réflexion globale qu'il faut faire, ce n'est pas uniquement sur un seul point qu'il faut le regarder. Je me semble avoir répondu, mais sauf erreur de ma part, qu'il fallait aussi voir de quel handicap il s'agit. Il y a des fonctions où tous les handicaps ne sont pas forcément considérés de la même manière. Voilà, donc c'est une réflexion qui doit être globalisée. On ne peut pas le faire au cas par cas sur certaines activités, c'est-à-dire qu'il faut introduire un principe qui guide l'ensemble des réductions qu'on peut appliquer sur différents domaines. On ne peut pas l'appliquer uniquement pour la médiathèque, il faut avoir une discussion globale. Et puis éventuellement regarder également le chiffrer financièrement, ce que ça implique. Voilà, ça se fait pas comme ça. Voilà. Mais j'avais déjà répondu, vous avez déjà posé la question. Non, mais je ne vous demandais pas une réponse, je vous demandais si bon nous pouvions accorder la gratuité aux personnes en situation de handicap, comme ça se pratique dans la majorité des musées en France et ailleurs. Pas dans tous. Vous avez posé la question, je vous ai répondu. Si, c'était bien ma réponse. Donc, vous refusez que nous accordions la gratuité aux personnes Je dis que ce n'est pas à l'ordre du jour, que suite à votre proposition, je répète exactement la même chose que ce qui avait été posé la dernière fois, que c'était quelque chose qu'on regardera globalement, mais aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous apporter une réponse positive. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut regarder à l'occasion d'un sujet particulier ou d'une délibération particulière. Il faut regarder ce principe, comment on peut le décliner globalement, l'impact financier que ça représente par rapport au type de fréquentation qu'on a par rapport au public. Voilà, et on avait déjà commencé à regarder ça pour cette sorte d'activité. Il faut aussi lier ça à la possibilité dans certains bâtiments aussi d'accessibilité PMR. Il y a certains bâtiments où on n'est aujourd'hui pas conforme pour y accéder, donc ça soulève aussi la difficulté parce qu'on met une gratuité puis si on n'est pas conforme. Donc il faut qu'on brosse l'ensemble de la problématique. Je vous avais répondu que par principe je ne fermais pas la porte à cette discussion, mais qu'aujourd'hui je ne pouvais pas là voter cette décision aujourd'hui comme ça on va lever. Donc là, ça concernait le musée. Oui, mais justement, donc je répète, notre réflexion est globale, elle ne peut pas concerner que le musée. Si on l'engage, c'est le cadre d'une réflexion globale, parce que c'est une affaire de principe, effectivement. Si cette remarque est justifiée sur le fond, elle l'est globalement, elle ne peut pas l'être que pour le musée. Donc je réponds clairement à la question. Elle ne peut pas être vue que dans l'objectif du musée. Et donc c'est une réflexion beaucoup plus large qu'il faut qu'on prenne le temps de regarder. Si on le fait pour le musée, pourquoi on ne le ferait pas ailleurs? Voilà. On pourrait commencer par le musée. Pas spécialement. La réflexion globale déterminera éventuellement par où on commence. Il ne faut pas prendre des problèmes à l'envers. On ne prend pas les choses sur les cas particuliers, on part du global et on décline ensuite. On ne fait pas l'inverse. Oui, mais on n'avance pas, il n'y a rien qui sort. Donc nous nous abstenons. Écoutez, vous faites comme vous voulez. Voilà, il y a quelques autres priorités qu'il faut qu'on regarde. Et l'aspect prioritaire par rapport aux effectifs des personnes à mobilité réduite, c'est pas forcément au musée d'ailleurs qu'elle est la plus nombreuse. C'est pour ça. S'il y a des priorisations, il faut regarder où elles sont. Il y a le domaine sportif aussi. Et là, c'est pas évident que ce soit pas plutôt là qu'on ait une véritable problématique sur des équipements qui sont d'ailleurs peut-être moins en retard que d'autres. Donc l'ordre de mise en œuvre n'est pas forcément conforme à votre demande. Voilà, c'est plus facile de poser des questions que d'y répondre. Enfin, vous avez fait du verbiage. Oui. Je vous demandais simplement si nous pouvions accorder la gratuité aux personnes. J'ai répondu. Non, c'est pas du verbiage, c'est qu'il semblerait que vous ne compreniez pas les réponses. Comme on dit dans le Nord, vous avez le comperdois difficile.
Voilà, je viens répondre clairement à la question. Après, il n'y a pas plus sourd celui qui ne veut pas entendre. Enfin, c'est pas un sujet qui me fait rigoler. Voilà. Non, mais je comprends bien, mais on ne détermine pas les orientations du conseil municipal des questions uniquement sur des intérêts personnels. Vous, c'est normal, mais nous, si on mène la réflexion, justement, on le fait sérieusement, et on le mènera dans la globalité. On ne peut pas répondre à des cas particuliers. Voilà. Alors, monsieur le maire, on ne va pas tout mélanger. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une demande formulée à titre collectif vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Ce n'est pas un cas personnel, loin s'en faut. Ce n'est pas l'objet de ma demande. Nous ne sommes pas élus pour nous, mais pour la population. Ça, c'est du verbiage. Oui, mais moi, je fais comme vous. Je vous explique clairement. Donc, la demande n'est pas une demande personnelle. Savoir si vous et votre équipe, vous aviez une volonté d'accorder la gratuité aux personnes en situation de handicap. Point. C'est tout. Il n'y a pas à polémiquer dessus. Non, mais le problème, c'est que vous n'écoutez pas les réponses qu'on fait. J'ai répondu à cette question. Bon, on ne va pas répéter peut-être une fois dessus. Bon. Ben, je le sais. Mais... Oui. Non, évidemment, c'est un sujet très très important. Est-ce que, d'accord. monsieur le maire, vous pouvez vous engager à faire une réflexion globale, comme vous dites, pour dans 3 mois ou 6 mois? Je ne sais pas comment il faut que je le dise. Oui, je me suis engagé déjà la dernière fois à regarder ce problème. On a déjà regardé qu'effectivement, c'était d'ailleurs du côté peut-être des équipements sportifs qui nous apparaissait, pour ce qu'on a commencé à regarder, en termes d'effectifs, en termes quantitatifs. Les établissements culturels, ça pose beaucoup plus de problèmes. Je ne peux pas donner aujourd'hui de réponse plus claire. Ça me paraît pas être forcément au musée Alexandre Dumas que le problème est le plus simple. Voilà, ça prouve qu'on a commencé à regarder. Mais comme d'habitude, je ne m'engage de manière formelle que quand j'ai déjà des réponses qui soient un peu éclairantes, quoi. Pas simplement sur des coups de com, sur des questions qui sont faites comme ça, pour exister. Je vous donnerai les réponses. Oui, je m'y engage. Mais j'ai répondu. Enfin, je ne sais pas, ça fait au moins 10 fois que je le répète. On a engagé une réflexion. Voilà, mais je ne vais pas pouvoir là appliquer sur cette délibération. Bon, monsieur le maire, vos accusations sont dérangeantes et désobligeantes. Je ne fais pas cette intervention pour faire de la com ou pour exister, comme vous dites. C'est simplement dans l'intérêt des personnes. Mais on a compris, monsieur Four. Non, c'est pas ce que vous venez de dire. Donc ça, je veux pas l'entendre, ce que vous venez de dire. Là, le sujet est trop sérieux. Vous êtes en train d'insinuer, de laisser penser que j'utilise la situation des personnes en situation de handicap pour me faire de la com. Je n'ai pas besoin de ça, monsieur le maire. Non. Si vous demandez de répondre particulièrement sur le musée, je vous ai répondu que c'est pas particulier. C'est en ce sens que j'ai réagi. Bon, on va pas passer la soirée là-dessus. Vous tournez autour du pot. J'ai fait une réponse très claire. Il semblerait que je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent ont compris ce qui est l'essentiel. C'est une majorité. Alors, oui, il y a une réflexion qui est en train de pour ça. Je ne sais pas comment il faut que je le dise. Voilà. Après. Monsieur le maire, moi je demande juste un calendrier. Est-ce que vous pouvez vous engager? Non, je ne peux pas vous donner de calendrier aujourd'hui. Ah, bon, bah alors, c'est bien dommage. Ah ben non, mais je vous réponds franchement, voilà. À question claire, réponse claire. Vous voyez, quand les questions sont claires, je réponds clairement. Je ne vais pas m'engager sur un calendrier aujourd'hui. Je n'ai pas les éléments suffisants pour vous donner une date sur laquelle on pourra répondre. Quand je pourrai vous la donner, on vous la donnera. Parce qu'elle aura une chance d'être tenue. Votre intervention? Alors, j'ai mis ces délibérations aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Les oppositions. Alors, adhésion à l'Association des conservateurs des musées de Hauts-de-France. Vu l'intérêt pour la ville de bénéficier du réseau de l'Association des conservateurs des musées des Hauts-de-France, vu l'avantage pour la ville de voir figurer le musée Alexandre Dumas sur les outils de diffusion de la dite association, vu l'avis de la Commission Culture et Francophonie émis en sa séance du 16 février 2023, le Conseil municipal décide d'adhérer à l'Association des conservateurs des musées des Hauts-de-France et d'assurer le paiement de la cotisation annuelle. Charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. Pour information, le montant de l'adhésion est de 50 €. Des questions? S'il n'y en a pas, je mets ces délibérations. On voit quels sont ceux qui sont pour,
Ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre, adopté à l'unanimité. Adhésion à l'Association des archivistes français. Considérant l'intérêt pour la commune de bénéficier pour le service archive des avantages proposés par l'Association des archivistes français, considérant l'avis de la Commission Culture et Francophonie émis en sa séance du 16 février 2023, le Conseil municipal décide d'adhérer à l'Association des archivistes français et d'assurer le paiement de la cotisation annuelle d'adhésion en tant que membre adhérent de catégorie 1. Charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. Pour information, le montant de la cotisation est de 105 €. S'il n'y a pas d'intervention, je mets ces délibérations aux voix. Quels sont ceux qui sont favorables? Ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre, adopté à l'unanimité. Tarif au musée pour les visites guidées organisées par l'Office du tourisme Retz-en-Valois. Vu la délibération numéro 68/2022 du 16 novembre 2022 relative au tarif du musée Alexandre Dumas applicable à compter du 1er janvier 2023, vu l'intérêt pour le musée Alexandre Dumas d'un partenariat commercial entre l'Office de tourisme Retz-en-Valois et de la ville de Villers-Cotterêts au sujet de la réservation, l'accueil et le guidage de prestations groupes pour les visites du musée Alexandre Dumas géré par l'Office de tourisme Retz-en-Valois, vu la convention de partenariat commercial proposée par l'OTRV, représentée par le président de la communauté de communes Retz-en-Valois, vu l'avis de la Commission Culture et Francophonie émis en sa séance du 16 février 2023, le Conseil municipal décide d'appliquer des tarifs préférentiels à l'Office de tourisme Retz-en-Valois pour les visites guidées organisées par l'Office de tourisme Retz-en-Valois au musée Alexandre Dumas. Décide de fixer ces tarifs ainsi que suit. Pour les groupes et groupes scolaires dont les réservations et les visites sont assurées par les guides de l'OTRV, 1,50 € par personne pour les groupes et 1,57 € par élève pour les groupes scolaires. Pour les prestations groupes assurées par la médiatrice culturelle du musée, faute de disponibilité des guides de l'OTRV, 3,20 € par personne. Pour les prestations groupes scolaires et périscolaires assurées par la médiatrice culturelle du musée, faute de disponibilité des guides de l'OTRV, 4,16 € par élève ou enfant. Gratuité pour les enfants de moins de 4 ans accompagnant un groupe, le responsable et chauffeur de groupe, auxiliaire de vie, un professeur par classe et un accompagnateur par tranche de 8 élèves ou un accompagnateur par tranche de 15 élèves à partir de l'école élémentaire. Autorise la signature de la convention de partenariat commercial, charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. Oui. Même demande que la délibération numéro 4 concernant la gratuité pour les personnes en situation de handicap qui se trouvent dans des groupes. Même réponse. Même vote alors. Je mets ces délibérations aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui s'abstiennent? C'est les oppositions. Ceux qui votent contre? À l'unanimité, c'est les abstentions. Extinction de l'éclairage public. Vu le Code général des collectivités locales, vu la loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, vu le décret 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses, Monsieur le maire expose la volonté de la commune d'initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations d'énergie. Une réflexion a été ainsi engagée sur la pertinence et les possibilités de procéder à une extinction nocturne de l'éclairage public. Outre la réduction de la facture de consommation d'électricité, cette action contribuerait également à la préservation de l'environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses. Les modalités de fonctionnement de l'éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. D'après les retours d'expériences similaires menés dans un certain nombre de communes, il apparaît que l'extinction nocturne de l'éclairage public n'a pas d'incidence notable,
À certaines heures et à certains endroits, l'éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. Cette démarche sera par ailleurs accompagnée d'une information de la population. En période de fête ou d'éléments particuliers, l'éclairage public pourra être maintenu toute ou partie de la nuit. Considérant l'avis émis par la Commission Travaux, Logement, Patrimoine, Urbanisme et Environnement en sa séance du 15 février 2023, le Conseil municipal ayant délibéré décide que l'éclairage public sera interrompu la nuit sur les lieux et les horaires définis par l'arrêté municipal, précise que l'éclairage public pourra être à tout moment rétabli par le maire dès lors que les circonstances l'exigeront. Charge Monsieur le maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d'application de cette mesure et en particulier des lieux concernés, les horaires d'extinction, les mesures d'information de la population. Oui. Oui, monsieur le maire. Ça appelle beaucoup de remarques, cette délibération. Déjà sur le fait qu'il y ait déjà une communication en place sur cette extinction, alors que c'est même pas encore voté, donc ça n'a pas été débattu. En commission, ça n'a pas été débattu non plus concernant les détails. Et puis, je voulais savoir si c'était tous les quartiers. J'ai compris que oui, c'était toute la ville. C'est bien ça ? Qui est potentiellement concerné par la mesure. Après, on pourra l'appliquer de manière différenciée, ça sera l'histoire des arrêtés. Mais le principe de la délibération est pris sur l'ensemble du territoire de la commune, pour pas qu'on soit obligé de redélibérer si on est sur un quartier qui n'a pas été... voilà. Ça peut aussi être en fonction des évolutions et des retours d'expérience aussi. On régulera par arrêté en fonction aussi du retour qu'on aura, hein, et sachant qu'il a fallu aussi segmenter les armoires électriques pour le faire. Voilà. Et ça a commencé qu'une journée ou deux d'avance, parce qu'effectivement, la date du conseil, et on a voulu... Et là, il y a une partie qui a été faite en fait en essai, donc on n'a pas voulu que les gens se posent des questions pour qu'on coupe le courant. Il y a des endroits où il a fallu qu'on vérifie si techniquement ça fonctionnait. Voilà. Alors justement, sur la technique, il y a beaucoup de solutions techniques qui existent, mais qui ne sont pas en place, ou en tout cas pas très abouties à Villers-Cotterêts. Ce qu'on peut regretter, puisque ça fait... Tout se met pas en place du jour au lendemain. Oui, mais ça fait 9 ans que vous êtes maire de Villers-Cotterêts, et je pense qu'en 9 ans... C'est vrai qu'il faut faire tout ce qui n'a pas été fait avant, donc évidemment qu'on ne peut pas tout faire. Oui, bien sûr. Enfin bon, et vous savez qu'on connaît bien les autres collectivités, on sait comment ça se passe. Il y a plein d'articles dans les journaux, et il y a beaucoup de si c'est les journaux. Moi, monsieur le maire, s'il vous plaît. Et vous savez très bien que l'UCEDA, notamment, à laquelle la ville adhère, propose beaucoup de solutions. Donc, moi, je regrette que les investissements concernant l'éclairage public n'aient pas été faits plus tôt, ce qui aurait permis de moduler plus facilement, même peut-être de laisser allumer toute la nuit si on avait des armoires électriques avec des éclairages LED, ce qui permet de moduler l'intensité, de laisser l'éclairage et donc de garantir, parce que ça c'est quand même quelque chose que j'ai du mal à saisir, vous qui êtes le chantre de la sécurité, ça pose quand même question en matière de sécurité, sécurité des biens et des personnes. Alors je suis contente que vous reconnaissiez que c'est de votre responsabilité, parce que sur la route de Viviers, vous ne l'avez pas reconnu, donc c'est bon, mais je ne vais pas encore une fois polémiquer là-dessus, parce qu'il y a une dame qui est décédée, mais... D'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'avec mon collègue conseiller départemental, M. Lazarou, nous avons adressé un courrier vous rappelant que la sécurité était de votre responsabilité et vous proposant de nous rencontrer si vous souhaitiez engager des... j'ai pas eu la réponse et le conseil départemental n'a pas eu la réponse. Mais on a eu un retour, mais je ne sais pas pourquoi, on vous l'a renvoyé. Écoutez, aujourd'hui, au conseil départemental, on n'avait pas reçu la réponse, donc n'hésitez pas à me l'envoyer en direct par mail, comme ça va plus vite. Donc voilà, donc sur la sécurité, ça pose vraiment question. J'ai eu beaucoup de retours de la part notamment de femmes qui s'inquiètent, qui sont en horaire décalé et qui ont peur de circuler et de marcher à Villers-Cotterêts, de rentrer de la gare à pied, alors que les lumières seront éteintes. Donc je pense que ça aurait mérité plus de débats, plus de concertation et plus d'investissements techniques pour pouvoir répondre aux besoins des Cotrésiens. Madame Roussel, il y a un bémol quand même. La commission, ça a été discuté en commission et votre groupe n'était pas représenté. Oui, si vous voulez qu'il y ait un débat, il faut encore que vous soyez présent au débat. Et je vous rappelle que la route de Viviers, vous dites qu'il n'y a pas eu de débat, oui, il n'y avait personne de votre groupe, d'une part. D'autre part, la route de Viviers, je vous rappelle que c'est le département.
Le département, c'est vous, la représentante du département. Hein. Alors, je vais répondre. Vous avez posé des questions, on va vous répondre. Concernant la délibération, pour l'instant, contrairement à ce que vous dites, je sais, vous, c'est toujours l'IACA Faucon, tout se met en place partout. Dans les autres villes, ça s'est pas fait comme ça et c'est pas forcément abouti partout. Du LED sur Villers-Cotterêts, il y en a déjà beaucoup. Tout n'est pas encore équipé, il y en a déjà beaucoup qui ont été mis et c'est pas nous, et ça avait déjà été entamé lorsque nous sommes arrivés, il y en a déjà. Nous, on a quand même là, il y a une grande majorité est déjà en LED, tout n'est pas équipé. Il y a des endroits où il faut retirer les réseaux. On profite des travaux de voirie pour optimiser également, parce qu'il y a un aspect financier quand même. Oui, c'est pas ça, c'est pas parce qu'on prend conscience qu'il y a des phénomènes de mode aussi chez certains de vos amis qu'il faut que tout de suite ça se déploie. Il faut aussi planifier budgétairement. C'est pas la période la plus propice effectivement à pouvoir dégager des marges de manœuvre compte tenu de la situation financière dans laquelle nous nous trouvons. Donc nous avons pris effectivement là, on a resectionné plus d'une cinquantaine d'armoires pour pouvoir sectoriser des choses qui nous paraissaient possibles de mettre en œuvre de manière suffisamment opérationnelle. On n'était pas en position technique de le faire auparavant, donc on a fait un travail effectivement de redécoupage en amont avant de le faire. On a certains quartiers qui ont été sur lesquels on a testé et c'est pour justement pas surprendre les usagers qu'on avait lancé une communication et qu'on a lancé un peu aussi avant même cette délibération. Pour autant, effectivement, on n'a pas voulu prendre plus de retard du fait du calendrier et on s'est dit dès que techniquement on peut le faire, on va le lancer. Bon, sur l'argument de la sécurité, nous on a interrogé bien sûr l'ensemble des forces de police, de gendarmerie qui nous font le retour, qui n'ont aucun élément qui de retour objectif qui nous montre qu'il y a plus d'insécurité quand il y a des éclairages de la manière dont nous l'avons proposé. Sachant que nous maintenons bien sûr l'éclairage, c'est pas des coupures systématiques. Partout où la vidéosurveillance nécessite que nous la mettions allumée, elle ne sera pas concernée par les extinctions, ce qui a nécessité de redécoupage en tenant compte de ça d'ailleurs, parce que c'était pas forcément inclus au départ. Il nous a fallu également regarder si on pouvait, il y a une investigation complémentaire qui sera certainement engagée pour voir si on peut isoler certains carrefours, parce que même si on coupe, on voudrait garder un certain nombre de carrefours, ça serait pas mal. Certains endroits, il semblerait que ce soit faisable, d'autres, il faudra certainement refaire du travail complémentaire sur les armoires électriques. Bon, bref, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Je sais que vous savez tout improviser, on attend toujours beaucoup de réponses une fois passé la partie critique, hein. Mais voilà, donc ça ne va jamais assez vite, on est bien d'accord, mais ça on a l'habitude. Tout ça, effectivement, je rappelle que ça n'a jamais été engagé par personne avant, donc on est peut-être qu'on fait les choses bien tard, mais c'est toujours mieux de les faire tard que de jamais les faire. L'économie d'énergie, il y a aussi un certain nombre de choses qu'il faut quand même aussi tenir compte. Il y a certainement des effets beaucoup plus productifs qui sont parallèlement engagés à ça, parce qu'il n'y a pas que l'éclairage public. On a une réflexion qui a été engagée déjà depuis plusieurs mois, mais il faut qu'on en discute. On va prendre rendez-vous, notamment effectivement avec l'UCESA, pour voir si il ne faut pas qu'on aille plutôt vers une délégation complète de l'éclairage public. Mais en ce moment, bon, ils ont pas que nous à traiter, donc ça, on va prendre contact avec eux pour examiner globalement le transfert, sachant qu'un certain nombre de dispositifs techniques existent aujourd'hui pour pouvoir faire une approche beaucoup plus fine sur le territoire. Et là, il faut des personnels, et je pense qu'ils sont à même de répondre. Il faut regarder dans quelles conditions ils le font. Donc c'est une piste que nous allons explorer de manière systématique. Voilà. Donc ce n'est pas terminé, on n'a pas fini la réflexion, mais il nous a semblé utile de le mettre en œuvre dès maintenant. Pas plus tôt parce qu'on n'était pas prêt techniquement, on l'avait expérimenté sur la partie de la belle idée une première fois, mais on n'avait pas fait la sectorisation, effectivement, ça n'avait pas forcément été compris. Le problème de l'insécurité, pour l'instant, c'est une des choses, on attend les retours. Mais pour l'instant, les forces de gendarmerie de police ne nous ont pas dit, comme ils disent eux-mêmes, les crapules, elles aussi, ont besoin de lumière. Bon, cela dit, il y a certains cheminements, notamment là où il y a des commerçants, des rues commerçantes, des passages qui sont identifiés comme étant un peu problématiques sur Villers-Cotterêts, notamment dans le secteur de la gare, ça ne nous a pas échappé, devra faire l'objet d'un traitement particulier. C'est la raison pour laquelle, au-delà de cette délibération, les arrêtés pourront également être modulés de manière à écouter le retour. Et si effectivement il y a des retours
comme vous le dites, en matière de sécurité, eh bien, nous en prendrons en compte. On ne prétend pas être les champs de l'insécurité, mais nous, au moins, on n'entretient pas une idéologie qui a largement favorisé la situation où on est aujourd'hui. On n'a pas systématiquement défendu ceux qui, pendant 30 ans, mettent en œuvre la situation où on est aujourd'hui. Si on en est effectivement à dire qu'il suffit de couper la lumière pour que ce soit intolérable, c'est que les choses ont bien dégénéré dans les 30 dernières années, c'est qu'il est déjà bien tard. Bon, voilà ce que je pouvais dire. Sur l'histoire de la route de Vivière, puisque vous en avez parlé, oui, vous faites toujours des courriers pour vous dédouaner. Vous avez fait un courrier qui était complètement à côté de la plaque. Vous prétendez que je méconnais mon rôle de police. Je n'ai pas besoin de vous pour savoir quel est mon rôle de police. Il n'en demeure pas moins, et on a eu la confirmation cet après-midi avec M. Herrance et M. Moutardier qui étaient chez moi, dans mon bureau tout à l'heure, que bien sûr, il faut quand même qu'on se concerte avec le conseil, enfin, avec la voirie départementale, pour savoir ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et c'est tout ce que j'ai dit. J'ai jamais dit qu'on n'avait pas de responsabilité, je dirais, en termes de police, sauf qu'évidemment, je ne peux pas mettre un policier à tous les passages cloutés, à tout moment, et on ne pourra jamais être à l'abri d'un chauffard qui, de toute façon, ne fait pas attention au passage clouté, qui roule à 80 à l'heure sur le passage clouté, et qui ne tient pas compte de signalétique existante, car il y en a déjà une qui a été mise en place, contrairement à ce qu'ont dit certains qu'on n'avait rien fait, hein, et il y a déjà une signalétique spécifique qui a été mise en place. On avait déjà demandé depuis quelque temps des devis pour assurer un éclairage du passage en question, ce qui nous a été fourni récemment. On a donc mis en place, le réseau a été mis en place, il nous reste à mettre le mât, et ça c'est que ça avait été engagé avant, mais on n'avait pas eu forcément de réponse des entreprises. En ce moment, c'est très compliqué d'avoir des devis. On a demandé à M. Rand cet après-midi, est-ce qu'on pourrait revoir les orientations qui avaient été prises il y a un certain nombre d'années, qui nous avaient pas forcément donné, on ne avait pas forcément été bien, reçu d'un bon œil de mettre un certain nombre d'obstacles sur des routes départementales, compte tenu la typologie de trafic qu'il y avait. Là, on a décidé de regarder deux problèmes. Un, le report de l'arrêt de bus dans le sens Villers RN2, parce que dans l'autre sens on ne peut pas, il n'y a pas la place, voir si on peut décaler et faire en sorte que le bus ne s'arrête pas sur la voie principale. Mais pour ça, il faut qu'on achète un terrain, puisque la bande de terrain qui est le long n'appartient pas au département, elle est à un particulier. Donc ça, il faudra qu'on voie le particulier pour acheter le terrain, enfin la petite bande d'herbagé qui est le long juste derrière l'arrêt de bus. Et puis on regarde si on peut reconsidérer la possibilité de faire un plateau, mais sur une longueur suffisante pour pas que les bus se retrouvent ballottés sur le passage surélevé, puisque c'est aussi un des aspects que le conseil que la voirie départementale nous a dit qu'on était limité en termes de normes par rapport à ce qu'on pouvait faire. Et en précisant, ils nous ont bien précisé d'ailleurs que beaucoup d'aménagements plateaux mis en œuvre par les communes n'étaient pas conformes. Voilà. Donc là, on regarde le problème. On l'avait déjà entamé il y a déjà quelques temps. Bon, il n'y avait pas eu forcément de réponse suite. L'éclairage, ça, on peut le faire sans demander. La voirie départementale ne nous a pas opposé de difficultés particulières. Il va être mis en œuvre là dans les semaines qui viennent. Et rapidement, le réseau a été passé. Et voilà. Donc, mais le pouvoir de police, j'ai jamais nié qu'il y avait un pouvoir de police là-dessus. Mais dire que le conseil départemental n'est pas compétent sur voirie départementale, là, c'est jeter le bébé et l'eau du bain. Ça. En fait, vous répondez à des questions il y a des soi-disant des réponses qu'on n'a jamais faites. On n'a jamais nié qu'on n'avait pas le pouvoir de police. Mais il y a des conditions. Voilà, la voirie départementale, on n'intervient pas comme on veut, quand on veut, de la manière dont on veut. Et c'est normal d'ailleurs. C'est pas une critique. Hein. Voilà. Oui, vous dites une chose et son contraire comme d'habitude, mais bon. Lesquelles ? Voilà, c'est qu'on ne peut pas intervenir sur la voirie départementale, mais que le pouvoir de police du maire, c'est sur la sécurité de la voie. Enfin bon, bref. Je me réjouis que vous ayez reçu les. Si, à l'instant. J'ai pas dit ça. Vous comprenez pas le français alors. Vous non plus. Ce sera dans le compte rendu. Soyez pas j'ai dit désagréable. J'ai dit que j'ai le pouvoir de police et que la voirie départementale, je ne peux pas intervenir dessus sans demander le département, sans demander la voirie. J'ai pas dit que je pouvais pas proposer. Je suis très clair. Hein. Je suis ravie que vous ayez reçu les services du département cet après-midi et que des projets soient en réflexion. Vous avez demandé des devis pour éclairage, ça tombe bien, tant mieux, ça tombe à pic. Hein. Parfait. Sur l'éclairage, vous dites que vous allez regarder les secteurs où il y a les commerçants, le secteur de la gare, les secteurs où il y a des caméras. Donc ça veut dire que c'est toute la ville en fait. Donc je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller. Non.
Et puis la crise financière, oui, enfin encore une fois, on a un petit peu de marge financière à Villers-Cotterêts, nous en déplaise, et ça fait 9 ans que ces réflexions peuvent être engagées, comme sur, par exemple, ça me vient de l'esprit, les fuites d'eau sur le réseau. Enfin bon, il y a plein de choses, comme les équipements sportifs, comme l'église. Comme beaucoup de choses, on ne va pas refaire la liste, mais il ne se passe rien à Villers-Cotterêts, tout se casse à figure. Il suffit de regarder la place du docteur Moufly avec l'immeuble qui vous appartient. Donc ça, c'est une chose parmi d'autres. Et l'éclairage en fait partie. On pose une question sur les éclairages, on parle de choses qui viennent. Non. Madame Goyet, Madame Roussel, non mais attendez, ne profitez pas pour avoir des sujets qui n'ont rien à voir avec les questions lors du jour. Je vous dirais simplement d'abord, il y a de l'argent, vous êtes vice-présidente du conseil départemental chargé des finances, la seule chose que je vous ai toujours entendu dire ici, c'est il y a de l'argent. Je vous ai jamais vu faire une proposition budgétaire, jamais vu faire un amendement sur le budget, jamais vu faire un contre-budget, jamais vu où on trouve l'argent, jamais tenu compte du fait que quand on propose des choses, il faut aussi tomber dans l'échéance budgétaire. Je parle de vous, il y a des gens dans votre groupe qui sont plus compétents. Mais vous, la seule chose que je vous ai entendu dire de manière un peu comme la psittacose, la maladie du perroquet, vous savez, qui répète toujours les mêmes choses, il y a de l'argent. Pour quelqu'un qui est vice-président du conseil départemental chargé des finances, qui ne sait dire que ça, la pauvreté de votre argumentation, j'ai l'impression que vous ne progressez pas beaucoup, Madame Noyez. Il faudra quand même, au bout du mandat, que vous puissiez montrer, dire qu'il y a autre chose, qu'il y a de l'argent. Vous dites ça à un ménage, il y a de l'argent, il va vous démontrer que non, il n'y a plus d'argent. Chacun appréciera le ton que vous employez. Et puis le dénigrement, ça c'est facile aussi. De dénigrer, c'est assez facile. Puis, ouais, voilà. Vous en savez quelque chose? Non, pas du tout. Je constate juste. Et effectivement, il y a beaucoup plus d'argent dans les caisses de Villers-Cotterêts proportionnellement que dans celles du département. Ça, je vous le confirme. C'est parce que la ville de Villers-Cotterêts est peut-être mieux gérée que le département. Merci. Donc vous êtes la vice-présidente. Merci de cet aveu. Mais le département assure ses missions. Juste une chose, Madame Doyer, vous parliez tout à l'heure de personnes qui rentrent tard, des femmes qui rentrent tard, qui sont en horaire décalé et qui ont peur au niveau du quartier de la gare. Je tiens juste à préciser et à rassurer ces personnes-là, l'éclairage public sera maintenu jusqu'à 23h. Le dernier train qui part de Paris pour Villers-Cotterêts, c'est 21h30. Donc elles seront toujours éclairées quand elles rentreront chez elles. Donc le problème n'existe pas. Merci, Monsieur Dessini, pour cette précision, mais il n'y a pas que le quartier de la gare qui est concerné. Mais vous l'avez cité, donc on vous démontre quand vous êtes en faux déjà sur votre exemple. Donc les autres, on fera pareil. C'est vous qui parlez des femmes qui rentrent tard le soir. Restez dans l'imprécision. Elles seront toujours éclairées. Voilà. N'allez pas inquiéter les gens là où il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le dernier train arrive à Villers-Cotterêts à 22h30 et l'éclairage public sera éteint à partir de 23h. Donc elles pourront rentrer en toute sécurité. Et c'est vous qui avez parlé du quartier de la gare. Voilà, c'est tout. Dès que vous rentrez dans les précisions, vous vous plantez. Comme d'habitude. Non, mais on ne peut pas discuter avec vous, c'est bien le problème. C'est factuel, Madame Doyer. Effectivement, c'est factuel, on ne peut pas discuter avec vous. Si, mais on répond. Je sais bien que ça vous gêne, mais on répond. On prend vos exemples, on répond sur votre terrain. Puisqu'il faut, étant factuel, est-ce qu'on a estimé le gain de l'arrêt de l'éclairage public? Ça peut varier, c'est indépendant d'un quartier à l'autre, on peut avoir des valeurs entre 10 et 30%. Globalement pour la ville. Entre 10, bon, on peut espérer, moi je vais être prudent, 20 à 25%, je vais être prudent. Il y a des gens, on peut peut-être espérer plus, mais je pense qu'il faut, on verra le retour, je préfère être prudent. Voilà, il y a des endroits, c'est moins, c'est 10%, il y a des endroits, on a vu, on peut pas gagner tellement parce que... en pourcentage, mais en valeur absolue, parce que ce qui intéresse, je pense, les gens, c'est de savoir combien la ville va gagner, si on peut dire comme ça, par cette opération, même si ce n'est pas uniquement le seul but, je suis d'accord, mais il y a aussi l'écologie peut-être. Mais le gain financier. Non, en valeur, aujourd'hui, je ne vais pas vous annoncer des chiffres, je dis simplement en pourcentage par rapport à la consommation d'un éclairage systématique toutes heures, par rapport, on peut espérer, voilà, j'ai pas des chiffres précis à vous sortir. Vous me demandez, on vous les donnera, mais je n'ai pas de tête les chiffres précis. Il faudrait que j'ai les chiffres précis de ce qui représente la part du consommation électrique sur toutes les lignes budgétaires. Voilà, que ce soit l'éclairage public, mais on a aussi des économies sur des équipements municipaux. Donc c'est global, il faudrait qu'on puisse ressortir sur l'ensemble des équipements. Je peux dire simplement, globalement, par rapport à l'expérience d'autres villes qui ont ça tourne entre 10 et 30%, c'est très large, ça dépend, donc voilà, c'est quand même significatif. Bon, je pense surtout que c'est plus d'ailleurs, il y a ça et les coûts d'énergie sur les bâtiments en chauffage. Ce sont les deux aspects qui sont effectués, où le retour est le meilleur. J'ai pas des chiffres précis à vous donner en monnaie sonnante et trébuchante. C'est en termes de proportion par rapport à la consommation si on faisait pas ces mesures. Oui, mais je pense qu'il y a des gains plus importants à faire, par exemple sur l'isolation
rénovation des bâtiments. Oui, pour mais des ça, je choses suis comme d'accord. ça. Parce que 10% de pas grand-chose, c'est pas grand-chose. 10% d'une grosse somme, c'est beaucoup. Donc c'est important d'avoir la valeur absolue pour savoir si vraiment c'est une opération qui est intéressante, quoi, simplement. Ah bah, mais de toute façon, elle sera intéressante. Les investissements, même si on fait sur les disjoncteurs, dans les armoires, tout ça, ce sera amorti. Donc on sait que c'est intéressant. Après, il faudra regarder, par rapport à la sécurité. C'est vrai que si de 22h30 à 23h, alors c'est par exemple qu'il y a encore un train pour la demi-heure, là ça aura peut-être pas le coup. C'est ces choses-là qu'il faut qu'on affine. Il y a peut-être il y a des choses où finalement le préjudice ne vaudra pas l'économie. Voilà, mais globalement c'est forcément intéressant, indépendamment d'ailleurs de la pollution lumineuse. Même il faut internaliser également, peut-être si c'est moins ouvert moins longtemps, peut-être la durée de vie de certains équipements, bien que sur les LED ça se pose moins. Voilà, il y a des coûts qu'on peut sortir assez rapidement, mais aussi des coûts induits, des coûts indirects qu'il faut qu'on regarde, on l'aura avec le retour effectif. Je me garde de faire des effets d'annonce quant à moi. Oui. Monsieur le maire, je vous rassure, je comprends bien le français, donc il n'y aura pas de problème. Je vais revenir sur le fond et après je viendrai sur la forme. Là, ça me déplaît fortement. Enfin, ça nous déplaît fortement. Effectivement, le fait de demander à l'UCEDA de pouvoir gérer notre éclairage public est une bonne chose. L'UCESA, pardon. L'UCESA. L'UCEDA, j'ai dit l'UCEDA. C'est pas la bonne, c'est pas grave. L'UCEDA. Ceux qui travaillent Oui. Vous parlez tellement fort, je fais des acouphènes, monsieur le maire. Donc, Non, mais là, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas, vous n'entendez pas, vous émettez, vous n'êtes pas en réception. Là. Alors, pour revenir plus sérieusement, effectivement, je sais que cet organisme, comme ça au moins on ne prend pas de risque, dispose d'applications sur les téléphones portables permettant d'allumer certains secteurs, certains quartiers. On l'avait évoqué d'ailleurs, ça se fait dans d'autres communes, il y a un reportage qui était passé. Donc c'est vrai que cette étude est intéressante pour notre ville, bien évidemment, et que ce soit géré justement par un tel prestataire, ça me semble pertinent, au vu des techniques nouvelles, sauf à recruter de nouveaux électriciens. Donc pour les finances publiques, c'est plutôt pas mal. Par contre, sur la forme, monsieur le maire, là, nous ne sommes pas d'accord du tout. Nous avons eu la commission la semaine dernière. On a vu arriver une info par le service communication de la ville sur la page Facebook. Il y a eu des affichettes de distribuées, etc. On a vu dans l'excellent journal L'Union de lundi que vous aviez fait tout un article, vous avez été interviewé. Ça passe sur une radio. Vous avez pris un arrêté parce que l'éclairage va s'arrêter aujourd'hui. Donc l'arrêté est pris, monsieur le maire. Et d'un seul coup, aujourd'hui, vous nous demandez de voter pour ou contre, alors que c'est déjà fait, c'est déjà communiqué, on arrive après. Donc en fait, là, on n'est plus dans un conseil municipal, nous sommes dans une chambre d'enregistrement. Vu que c'est annoncé, l'arrêté est pris, pourquoi nous demander de voter ou pas cette délibération? Moi, il y a un réel problème. On peut aller vite, mais pas trop vite quand même. Il faut prendre le temps de faire les choses dans l'ordre. Donc, c'est pour ça, monsieur le maire, que nous ne prendrons pas part à ce vote. Alors, je vais vous répondre d'abord, à l'heure où je vous parle, les arrêtés ne sont pas mis. Ils attendaient la délibération. Donc on est sur une expérimentation, comme on l'avait déjà. On n'était même pas forcément obligé d'ailleurs de passer, on pouvait très bien, donc on l'a fait. Et là vous êtes contradictoire parce que certains nous ont demandé qu'il y ait un débat. Nous, ces délibérations, c'était surtout d'ailleurs aussi pour introduire le débat. Les arrêtés seront pris à l'issue, puisque de toute façon les arrêtés ne peuvent pas pris à une date antérieure à la délibération. Donc je vous rassure sur la forme. Mais il faudrait savoir, soit on s'y prend trop tard, et là on a voulu justement pas perdre de temps. À un moment, il faudra peut-être que vous caliez votre communication, ou c'est trop tôt ou c'est trop tard, mais il y a un moment, je ne sais pas si vous avez fait votre service militaire, vous n'avez pas fait peut-être dans l'artillerie, mais c'est un coup long, un coup court et un coup de dent. On était aussi sur une période d'expérimentation qui avait déjà commencé sur un quartier qu'on avait identifié sur la Belle Idée, où il n'y avait pas trop de caméras, où il n'y avait pas d'équipement public, donc ça veut dire que ça ne concerne pas toute la ville, pas concerné. Donc là, pour la forme, je vous rassure, les arrêtés sont pris pour être entrés en vigueur dès que la délibération sera prise en compte, bien sûr, y compris le passage en contrôle de légalité. Donc je vous rassure sur la forme. Alors, vous m'auriez posé la question en commission, je vous aurais répondu.
Il y a pas de souci. J'étais au 62e RA, monsieur le maire, donc l'artillerie, voilà. Je n'étais qu'appelé, malheureusement. Donc, pour revenir, non, l'arrêté, c'est une chose. Donc, l'arrêté n'a pas été pris. Soit, quand on était en commission, on s'attendait à ce que, après la délibération, ce soit mis en place. On nous dit quand même qu'à partir de ce soir, 23h, on éteint, on rallume à 5h. Ce que je veux dire, monsieur le maire, c'est que avant de communiquer en dehors, déjà que ce soit validé dans un premier temps, et après on communique. C'est ça que je suis en train de vous dire. Voilà. Je pense qu'on nous aurait fait beaucoup plus de reproches, même si on le faisait expérimental. On nous aurait dit, vous avez coupé, on n'est pas au courant. Et c'est ça. Donc, je préfère avoir éventuellement des reproches de forme de votre part que d'avoir une majorité de la population qui passe en mairie, qui dit, je comprend pas, on a coupé le jus, on comprend pas, ou on vous signale, vous êtes en panne. Voilà. C'est un choix qu'on a fait, on l'assume. Voilà. Il ne faudrait pas que ça revienne. Qu'on a été trop vite. J'en prends acte. Mais je vous rassure sur le conseil municipal, s'il y a une majorité qui se prononce contre, nous ne le mettrons pas en œuvre. Je vous rassure sur la forme. On verra bien. Mais bon, je suis pas un joueur, vous savez. Bon, écoutez, Bah si, mais je réponds. Nous ne prendrons pas part au vote à partir du moment où ça a été annoncé avant. Hein, c'est tout. C'est une histoire de principe. Ah, mais vous faites comme vous voulez, ça ne me dérange pas. En commission, ces questions-là n'ont pas été posées. D'autre part, tu as reçu le compte-rendu de la commission, hein, comme tout le monde. Hein. S'il y a des questions, il faut les poser en commission. Alors, mon cher Dominique, les questions que j'ai posées, on en a débattu, j'ai parlé de l'appli. Sur le fond, il n'y a pas de problème. Je parle uniquement de la forme. En commission, à aucun moment, on peut regarder le compte-rendu qui est arrivé cet après-midi à 16h10. À aucun moment, c'est marqué que la ville allait communiquer tout de suite sur l'extinction des lumières sur Villers-Cotterêts. C'est ça ce que je suis en train de dire. Bon, bah nous, on a en préféré. Commission, on bosse en commission, Dominique. On ne peut pas dire le contraire. On a préféré prévenir les personnes pour qu'elles ne s'étonnent pas qu'il y ait des coupures. Voilà, nous, on est pragmatiques. Après la forme, je veux bien, moi, ça me dérange pas. L'essentiel, c'est que sur le fond, moi, je prime toujours le fond à la forme. Moi, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus d'inconvénients à couper sans prévenir personne, par expérience. Voilà, maintenant, on peut toujours s'accrocher à la forme. S'il n'y a que la forme, il faut, voilà, c'est votre droit. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Donc, participe pas au vote, j'ai bien pris note. Juste une remarque, si on n'avait pas fait d'essai avant et qu'on avait voté et qu'après on s'était rendu compte que c'était pas faisable, vous nous auriez dit quoi? Alors, je vais vous répondre. On ne parle pas d'essai. Vous avez fait un essai sur un quartier. Je pense que vous avez prévenu les riverains. Et c'est très bien. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Là, c'est différent. Je vais prendre le temps de parler tranquillement. Vous avez communiqué auprès de la population que ce blackout se mettait en place à partir de ce soir. D'accord? On a eu une commission. À aucun moment, on a fixé une date pour le début de cette opération. C'est simplement ce que je veux dire. On ne peut pas faire les choses avant que ce soit validé par le conseil municipal, sauf à ce que le conseil municipal, comme d'autres collectivités qui commencent à prendre cette voie, se retrouve une simple chambre d'enregistrement. C'est tout. Voilà. C'est pas une chambre d'enregistrement. Si une majorité vote contre, ça ne sera pas appliqué. C'est pas une chambre d'enregistrement. Voilà. Mais je suis pas inquiet. On va bientôt vous rassurer. Alors, est-ce que tout a été dit? Alors, je vais mettre cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont favorables? Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Donc, le groupe de Madame Roussel, et vous ne participez pas au vote. Voilà, vous êtes rassurés. Nous aussi. Non, je ne suis pas rassuré. On est vigilant avec les démocraties, c'est tout. Je me méfie de ceux qui donnent des leçons de démocratie. Création d'un tarif pour la location de locaux cités administratifs 6 au 8 rue Alexandre Dumas. Le conseil municipal, vu les demandes de pouvoir disposer de
vu les demandes de pouvoir disposer de locaux supplémentaires disponibles à la cité administrative 8 rue Alexandre Dumas à Villars-Cotterêts, considérant qu'il est nécessaire de créer un tarif pour la location de ces salles, vu les tarifs pratiqués sur les locaux communaux similaires, vu l'avis favorable de la commission Travaux, Logement, Patrimoine, Urbanisme et Environnement en date du 15 février 2023, décide de fixer à 5 € par mètre carré et par mois le loyer de référence pour les bureaux loués à titre exclusif et permanent à la cité administrative. En cas de partage des locaux avec d'autres occupants, ce tarif sera réduit de 50%. Précise que le loyer sera révisé chaque année en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, valeur de référence 3e trimestre 2022-2037. Autorise le maire ou son représentant à signer le bail, à intervenir et tous les documents préparatoires s'y rapportant, ainsi que tout document nécessaire au remboursement des charges susvisées. Charge et délègue le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. Question. Si on n'a pas ce métier de libération, on voit quels sont ceux qui sont pour, ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre, adopté à l'unanimité. Acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée AD 364 à la société JF Fleur. Vu les travaux de réaménagement de l'avenue de la Ferté-Milon réalisés en 2017-2018, considérant que ces travaux ont impacté les abords de l'ancien magasin de meubles Jomain, situé 2 rue de la Bellieu à Villars-Cotterêts, vu les négociations engagées avec les propriétaires afin d'acquérir l'emprise nécessaire aux aménagements et pour régulariser la situation domaniale sur place, vu la délibération du 27 septembre 2017 autorisant l'acquisition d'environ 550 m² de la parcelle cadastrée AD3 au prix de 20 € par mètre carré net vendeur, augmenté des frais et charges afférents. Considérant qu'en raison de la cessation d'activité de l'entreprise Jomain, la vente n'a jamais été régularisée devant notaire, considérant que l'ancien immeuble cadastré AD3 a été divisé en 2 parties et vendu aux sociétés MD Immo et JF Fleur le 31 août 2021, vu l'accord écrit de la société JF Fleur représentée par M. Jean-François Danger, reçu en mairie le 10 février 2023 pour vendre à la commune au prix de 20 € par mètre carré la surface nécessaire aux aménagements, considérant que les emprises de terrain à acquérir ont une valeur vénale inférieure à 180 000 € et que leur acquisition ne nécessite pas d'avis préalable du service des domaines. Vu l'avis favorable de la commission Travaux, Logement, Patrimoine, Urbanisme et Environnement en date du 15 février 2023, décide d'acquérir à la société JF Fleur, basée à Fleury 02600 et représentée par M. Jean-François Danger, ou à toute autre personne physique ou morale désirant s'y substituer, environ 150 m² de la parcelle cadastrée AD 364 au prix de 20 € par mètre carré net vendeur, augmenté des frais et charges afférents. Précise que l'emprise exacte du terrain à acquérir sera fixée dans le document de division établi par un géomètre et que le prix sera ajusté en conséquence. Autorise le maire ou son représentant à signer l'acte d'acquisition, à intervenir, ainsi que tous les documents préparatoires s'y rapportant. Charge et délègue le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. Pour les 2 délibérations, c'est 2 parcelles, mais c'est la même problématique. Là, je vous propose... Je la lis aussi. C'est pas la peine de lire, c'est le même texte, sauf que c'est le numéro de la parcelle qui change. Voilà. Et AD 363. Donc, quels sont ceux qui sont favorables? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Ceux qui comptent adopter à l'unanimité? Demande d'extension du périmètre d'intervention d'établissements publics fonciers local de territoire Oise et Aisne pour le portage des biens de l'opération Îlot-Trive. Donc, je vous fais grâce des vues. Donc, considérant dans le cadre de l'aménagement du projet, le cabinet Arval a rendu ses esquisses finales relatives à un projet immobilier d'environ 30 logements en accession et le réaménagement complet des espaces publics entre la place du Docteur Mouflier, donc le 13 et le 15, et le magasin Leclerc Express, relié par le passage couvert Alexandre Michaud. Considérant que ces études mettent en évidence la nécessité d'étendre le périmètre d'intervention de l'EPFLO sur du foncier appartenant à la commune cadastrée AC numéro 930 et 932, et sans engagement financier complémentaire à la convention du 22 août 2022. Considérant qu'afin de permettre la démolition des bâtis par l'établissement public foncier sous réserve de l'accord de l'architecte des bâtiments de France, il y a lieu de céder les parcelles AC 70, 71, 437, 467, 862, 875, 930 et 932 à l'EPFLO. Vu l'avis favorable de la commission Travaux, Logement, Patrimoine, Urbanisme et Environnement en date du 15 février 2023,
décide, article 1er, de valider l'extension du périmètre d'intervention de l'établissement public foncier local des territoires oiséennes aux parcelles cadastrées sections AC 930 et 932, d'autoriser le maire à régulariser la cession au bénéfice de l'établissement public foncier de l'Oise des parcelles suivantes afin de permettre la réalisation des travaux de proto-aménagement, donc démolition et désamiantage, au prix de 350 000 €. Voilà, vous avez la liste des parcelles concernées et leur adresse, ainsi que la surface d'emprise. Donc l'article 3, d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant à la convention de portage foncier portant sur la seule extension du périmètre d'intervention. Cher délégué le maire ou son représentant au fin d'exécution de la présente. Voilà, ce sont des parcelles qui ont été acquises et négociées après, donc on les raccroche pour les basculer également sur l'établissement public, sachant qu'il y aura une parcelle complémentaire qui doit être ajoutée, mais là on peut bénéficier d'une rétrocession à l'euro symbolique de la part de M. Talleux, donc on va pouvoir boucler cette opération, du moins sur tout ce qui concerne la maîtrise foncière. Est-ce qu'il y a des... Oui. Est-ce que vous pouvez me donner un calendrier concernant cette opération, s'il vous plaît? Alors cette opération, on pense tout ce qui est finalisation sur la plan, avec l'établissement public foncier, la maîtrise d'œuvre l'engager en 2023, pouvoir éventuellement également lancer les appels d'offres en espérant pouvoir commencer les travaux début 2024. Je pense que là, c'est un délai qui paraît raisonnable une fois qu'on aura expurgé toutes les procédures. Voilà, y compris bien sûr la partie démolition, puisque l'ABF a finalement accepté qu'on puisse démolir le bâti existant sous réserve de reconstitution sur la place du docteur Mouflier. Il y avait une phase de consultation dans ce qu'on avait dit, dans ce que vous aviez dit, il y a une phase de consultation du public. Ah ben c'est compris dans la procédure, ça on le fera dès qu'on aura les esquisses plus détaillées de la part de la maîtrise d'œuvre, on fera une première. Il est possible qu'on soit obligé de procéder peut-être en 2 fois, une première vision, donc à chose suffisamment précis, et lorsqu'on aura véritablement le projet tel qu'il sera mis avant de le mettre en consultation, peut-être une dernière validation. Je pense qu'on devra procéder certainement en 2 étapes. Oui. Il y a tout le problème de la suppression du parc, des parkings. Oui, c'est un sujet. D'ailleurs, la partie, il y a 2 sujets. D'ailleurs, je dirais même, il y en a 3. Bon, l'opération Autrive, elle comprend bien sûr une part espace public, donc place, toute la partie qui sera rétrocédée par l'établissement public foncier à la commune. Une partie qui est une opération immobilière, donc les 2 bâtiments qui sont pressentis par principe pour venir s'adosser, c'était ce qui était d'ailleurs prévu lorsque ça avait été démoli à l'origine, les parkings étaient provisoires. Hein. Oui. Et on a aussi la requalification de la rue Autrive, soit directement dans le cadre du programme de voirie classique de la ville, mais avec la partie qui est comprise sur la placette qui devra peut-être être mariée avec l'opération Autrive. Et parallèlement à ça, la réflexion qui est engagée au-delà de ce périmètre, notamment vers le parc Salençon, notamment dans le cadre de la compensation des places de stationnement qui pourraient être perdues dans le cadre d'opération Autrive. Sachant qu'on a également finalisé un point qui était un peu délicat, c'était la manœuvre de la livraison du petit centre commercial Leclerc, puisqu'il est livré avec du 44 tonnes et il n'était pas possible pour lui de mettre d'autres moyens logistiques. On a donc testé avec un camion un matin pour voir si ça passait, donc on a recalibré la voirie pour tenir compte de ça, et un certain nombre de garanties ont été données à M. Talleux, qui en échange a bien voulu accepter de nous rétrocéder à l'euro symbolique les terrains qui lui appartiennent, et hors bien sûr centre commercial. Dans les prescriptions de l'ABF, est-ce que les façades qui donnent sur la place, même si elles sont en mauvais état, est-ce qu'elles seront protégées ou est-ce que... Alors, nous avons pu négocier avec... comme façade, si vous voulez. Nous avons pu négocier avec l'ABF. Lui, bien sûr, il est pour la préservation de l'aspect tel qu'elle existe aujourd'hui. Il est prêt à discuter de modifier, de rétablir. Après, derrière, on peut voir, mais... derrière, il sera également soumis. De toute façon, on est dans le périmètre. Donc, de toute façon, toute l'opération sera soumise à l'ABF. Mais par contre, effectivement, il nous a autorisé à démolir tout ce qui était derrière, y compris d'ailleurs le bâtiment, hein, et ça répond en partie aux questions, hein, c'est pas qu'on l'a pas traité à part, on pouvait pas le faire, hein, et donc le bâtiment de l'ancien coiffeur, et également la partie qui était à l'EPUI, l'ABF nous a autorisé éventuellement à démolir et à reconstruire, si on ne pouvait pas préserver la façade telle qu'elle existe aujourd'hui, et ça va être très compliqué, mais de rétablir dans son aspect, ou approchant, et en fait il faut qu'on lui propose un projet, et il est prêt à discuter en fonction de ce qu'on lui propose.
Tout à fait. Mais le continuum bâti sera rétabli, le principe du passage sera maintenu, Oui. probablement voire pour l'élargir, et il y aura également à régulariser tous les problèmes des concessionnaires aussi, notamment gaz. Enfin, ce qui serait souhaitable, c'est que ça ne change pas trop, quoi, parce que ça garde. Tout à fait. Ça garde Mais ce qui explique, et je réponds en partie parfois. Si vous voulez, la place, elle a sa cohérence. Oui, tout à fait. Et Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu engager les bâtiments qui sont effondrés. Je réponds tout à l'heure à une vision un petit peu approximative. Hein, c'est que la difficulté technique de traiter la reconstitution du bâtiment des deux magasins est tellement imbriquée dans l'opération au Trif, c'est qu'on a préféré la mettre dans l'opération et ne pas pouvoir le traiter à part, puisqu'il y aura des logements dans les étages. Donc on ne pouvait pas le traiter de manière dissociée. Voilà la réponse effective, crédible et justifiée pourquoi on n'a pas foncé que sur les deux magasins, ça n'avait pas de sens. Et l'ABF ne nous aurait probablement pas laissé partir seul sur ces magasins avant d'avoir l'éclairage de ce qui se passe derrière. Oui. On revient à l'éclairage. Non, c'était une plaisanterie. de Vous problème. avez parlé de la circulation des camions. Est-ce qu'il n'y a pas de problème rue Léveillé pour le passage du camion qui ramasse les poubelles? Est-ce qu'il arrive à passer? On a un sujet avec le maître d'œuvre et ici en interne par rapport au passage des ramassages d'ordures ménagères. Hein, réglementairement, on est bon, mais il semblerait qu'il y ait un problème. Donc, alors on s'aperçoit que ça passe quand les gens sont bien garés, mais par contre quand ils ont les rétros qui sont mal garés, donc on a un sujet avec le maître d'ouvrage. C'est là aussi, il y a un rendez-vous qui est pris, mais j'ai déjà vu tout à l'heure pour voir avec lui là où il faudra peut-être qu'on revoie éventuellement avec, comme on l'a fait pour Monsieur Talleux d'ailleurs, de refaire venir un camion poubelle, et on sera peut-être amené à faire quelques modifications si c'était nécessaire, sachant que par contre la largeur de trottoir n'est pas négociable puisqu'il a fallu l'élargir pour des raisons PMR. Vous voyez que quand on a des réponses claires, on les apporte. Hein. Par contre, le trottoir qui est en face, on n'a aucune marge de manœuvre. Sachant en plus qu'on a également une interrogation par rapport à la restructuration du bâtiment, l'ancien hôtel de la Chasse avec Madame Urbaniak, et c'est un sujet qui traîne depuis un moment et on n'a toujours pas de réponse de l'intéressé. Donc, mais si, il y a un sujet qu'on doit reboucler avec la communauté de communes. Voilà. On va s'assurer par contre que les véhicules à chaque fois qu'ils font un marché, et on l'a souvent, c'est qu'ils prennent des libertés de modifier les codes des véhicules. Il y a un moment, et c'était valable aussi pour Monsieur Talleux, il y a un moment, c'est pas forcément la ville qui va s'adapter aux moyens de transport, il va falloir que les moyens de transport s'adaptent à la ville aussi. Parce que s'ils modifient leurs normes pour faire des gains de productivité en matière de logistique sans tenir compte du bâti, on va pas pouvoir éternellement s'adapter. Il y a un vrai sujet. Ouais, parce que ça vient d'être refait, c'est dommage. Oui, tout à fait, on a bien vu le problème. On a vu parce que les poubelles aujourd'hui sont stockées sur la rue Alexandre Dumas et qu'on a un véritable problème parce que là, ils n'ont pas rentré. Tout à fait. Voilà, puis il y a la mini-déchetterie aussi en bas de la rue du Pleu, mais on ne va pas revenir dessus, on en a parlé en commission. Oui, il se passe des choses en commission. L'îlot d'Autrive, on avait proposé, il me semble que vous aviez accepté à l'époque, que le projet, lorsqu'il sera bien tracé, soit présenté aux membres du conseil municipal. Voilà, c'était pour... Alors on le présentera dès qu'on aura la validation déjà de l'esquisse. Ça sera signé. Là, on n'attendra pas d'avoir les grands principes, mais justement, la dernière étape consistait à finaliser la maîtrise foncière, tant que M. Talleux ne nous avait pas répondu, parce que il y avait un autre corps de bâtiment qui était en discussion tant qu'il ne nous avait pas répondu. Bon, là, les conditions avec lesquelles on a négocié avec lui, il fait qu'on a tranché, notamment pour préserver quelques places de parking supplémentaires. Donc, on abordera dans les mois, voire peut-être les semaines qui viennent, pour une première concertation avec les élus. Je pense qu'on est pratiquement à la date d'aujourd'hui. Il nous manque plus grand-chose pour pouvoir vous le soumettre à vous. Mais ça sera fait même avant qu'on lance la mission le concours, en fait, parce qu'il y aura forcément un concours sur cette opération. C'est bien, on fait les choses dans le bon ordre. Merci. Je vous le fais pas dire. Oui. Non, juste pour dire que sur la rue Léveillé, j'ai été alertée également et que c'est vraiment dommage, en effet, que les travaux viennent d'être faits. Et puis, comme vous êtes spécialiste de tout, notamment de la voirie, celle-là, vous ne l'avez pas vu venir. C'est vraiment dommage. Non, mais Madame Roussel, comme d'habitude, vous nous faites porter un chapeau. Vous n'avez même pas la réponse à la question. On dit pour l'instant, on ne sait pas si c'est pas un problème de véhicule, si c'est parce que ils sont aux normes.
Bon voilà, donc une fois de plus, vous prenez un ton péremptoire, un très politique, pour lancer des affirmations. Pour l'instant, il y a rien qui démontre qu'il y a une erreur dans la conception de la voirie. Voilà, mais ça démontre très bien dans l'esprit dans lequel vous travaillez. C'est la raison pour laquelle vous nous aidez d'ailleurs pas beaucoup sur les dossiers où on aurait besoin du département, mais heureusement, on peut discuter avec le président du conseil départemental, on gagne beaucoup de temps. Alors ça, justement, vous vous adressez toujours au président du conseil départemental en direct, vous en avez tout à fait le droit, mais bon, c'est un peu nier la légitimité de Patrice Lazaro et la mienne, donc c'est pas très agréable. Alors vous pouvez vous adresser directement au président, il vous répond, et c'est un homme charmant, qui est plein de compétences, mais bon, moi je reconnais votre légitimité en tant que maire, je reconnais la légitimité de tous les élus, vous ne le faites pas. Madame Roussel, Monsieur Lazaro, effectivement, moi j'ai pas de souci, mais le problème c'est que vous êtes en binôme, donc si je saisis l'un, je saisis les deux. Là, par contre, effectivement, mais par expérience et par la nature de vos remarques, oui, je vous le dis carrément, vous n'êtes pas quelqu'un avec qui je peux estime pouvoir construire quelque chose. D'ailleurs, avec d'autres opposants, je le fais. Vous non, parce que vous êtes d'abord dans la critique et vous cherchez à comprendre après. Donc moi, comme je suis pressé, je veux que les choses avancent, je veux pas perdre plus de temps que vous dites qu'on en perd, donc je cherche l'efficacité, et c'est vrai qu'avec le président, et c'est pour ça qu'il est président, lui il est beaucoup plus constructif, on se connaît, et lui il se garde de faire des critiques, et il est beaucoup plus constructif, donc effectivement à choisir entre lui et vous, il n'y a pas photo. Madame Roussel, je suis un petit peu interpellé par votre remarque, parce que c'est vous qui vous targuez chaque fois de pouvoir, à chaque fois que vous avez la possibilité de dire que vous refusez de travailler avec les élites du Rassemblement national. Alors là, aujourd'hui, et rassurez-vous, évitez de le nier, parce qu'on peut rechercher dans la presse, ça a déjà été écrit à plusieurs reprises. Donc, faites attention à ce que vous allez répondre, et je pense que à ce niveau-là, vous n'avez pas trop de conseils à donner. On a pris acte. En effet, j'ai du mal, mais en tout cas, je vous reconnais et je cherche à travailler. Donc, vous reconnaissez que vous ne voulez pas travailler avec moi. Moi, je vous réaffirme que je suis prête à travailler avec vous sur les sujets de Villers-Cotterêts. Mais le problème, Madame Roussel, c'est que vous faites des affirmations, on n'a jamais la suite. Je prends l'exemple, puisque vous aimez bien donner des exemples, vous allez voir, je vous en donner un. Ça fait combien de conseils municipaux, paraît-il, que vous aviez des propositions pour le parking? On attend toujours. Mais il est trop tard, là, maintenant. Mais on n'a jamais vu le plus petit début de réponse qu'on n'avait pas déjà formulé. Donc, vous savez, les quelques dossiers où vous vous étiez engagé, que ce soit ça ou le moulin, séché, plus rien, plus de son, plus d'image. Très bien, mais moi, j'ai pas le temps. Voilà. Maintenant, si vous venez et que vous demandez à me voir, je vous fermerai jamais la porte. Alors justement, sur le parking, j'ai demandé à vous voir, je suis allée vous voir, et j'ai constaté qu'en effet, vous ne vouliez pas travailler avec moi, donc c'est un peu compliqué. Sur le moulin, il y a une question d'assurance, d'ailleurs, si vous voulez, j'ai tous les documents que j'ai avec moi, et on a un problème d'assurance pour l'instant avec le moulin. Non, mais j'ai eu les explications par le président, il n'y a pas de souci, mais vous faites des promesses, derrière, il faut être plus prudent. Pour revenir à des choses moins politiques, justement, bien il en est où ce parking par rapport à la cité internationale? Non, mais on n'a pas l'info. Pour l'instant, la cité internationale... Il n'y a pas ma liste du tout, hein. C'est une question pour... C'est pas une question qui est à l'ordre du jour, je vous signale. Non, mais vous en avez parlé, c'est pour ça que je me permets, monsieur le maire, si vous avez une information à nous communiquer. D'abord, je vous demanderai qu'il faut d'abord poser la question au CMN, parce que je vous rappelle qu'ils sont chez eux. Pour l'instant, il est clair qu'il ne sera pas fait lors d'inauguration de la Cité internationale. Il semblerait que le préfet s'est rangé à ma proposition, où je lui avais dit que compte tenu la nouvelle donne calendaire, et que la situation du dossier, dans la situation dans laquelle se trouvait le CMN aujourd'hui, il me paraissait plus sage d'attendre par rapport à l'ouverture de la seule première phase de la Cité internationale, sachant que le reste, pour l'instant, n'est pas annoncé, on n'a pas de calendrier. Donc, il me paraissait avoir, du coup, un peu plus de souplesse pour voir comment ça va se passer avec la première partie, sachant qu'il est clair, d'ailleurs, qu'ils vont utiliser le Grand Bosquet. Ils n'ont pas le choix. Uniquement, mais c'est une situation provisoire. Ils ont bien dit qu'ils ne tenaient pas, monsieur Rondin était très clair, qu'ils ne tenaient pas à ce que ce soit la situation définitive, ça serait purement provisoire. Ils n'ont pas renoncé pour l'instant à la prairie, ils ont dit simplement qu'il fallait bien sûr qu'ils aient les crédits complémentaires pour pouvoir le faire, mais cela dit, on va vraiment voir ce qui va se passer avec le Grand Bosquet à partir du moment où on n'aura pas la prairie. On va avoir des réponses très intéressantes sur les possibilités, sachant que pour l'instant, il ne s'agit pas d'assurer le stationnement ni de la partie hôtellerie-restauration. On va déjà voir ce que ça va donner. Et c'est ce que j'avais dit à fonction au moment où la date nouvelle était donnée, on va pouvoir observer cette première phase.
Et je remercie le préfet d'avoir finalement attendu avant de... Mais de toute façon, le CMN n'avait pas l'argent, n'a pas les crédits pour le faire. Et on va regarder ce qui va se passer. Moi, je ne suis pas du tout, au contraire, ça m'intéresse d'attendre. Et on avait dit qu'on prendrait la responsabilité d'assumer ce qui va se passer dans la première année, et on va observer. Nous, on va essayer de démolir le centre, le SDIS, le plus rapidement possible pour essayer de fournir le plus vite possible les places de parking qui s'y rattachent. On va voir ce que ça va donner avec l'inauguration de la première phase. Mais il va falloir faire cohabiter les visiteurs du château, les utilisateurs cotrésiens qui aujourd'hui, en plus, ça va être très intéressant et on va voir s'il va suffire. Mais de toute façon, à terme, ils ne veulent pas que la totalité du Grand Bosquet soit maintenue en parking. Donc voilà, ça va être intéressant. Voilà où on en est. Le reste, il faut peut-être poser la question CMN. Ils ont peut-être plus d'informations quant au déblocage des crédits, je n'en sais rien. Non, c'était pour avoir l'information, voilà, parce que... Bah, je vous donne ce que j'ai, moi. Non, mais c'est bien, monsieur le maire, je vous remercie. Et est-ce qu'il compte stabiliser une partie du Grand Bosquet ou pas, du coup? Il faut poser la question au CMN. D'accord, on n'a pas d'infos, c'est... Voilà. Non, ce que je peux simplement vous dire, c'est que l'ONF, on devait renouveler la convention d'occupation du domaine temporaire qu'on avait sur le Grand Bosquet. Les conditions posées par l'ONF nous paraissaient exorbitantes. Donc pour l'instant, on ne l'a pas signé. On a même demandé au service de l'État de nous aider là-dessus et il lui-même s'interroge. Et que à la veille éventuelle, on sait que l'ONF doit remettre le Grand Bosquet au CMN à terme. On n'a pas de date précise, c'est en cours. Donc il y a une procédure qui doit faire. C'est assez long, ça je peux comprendre entre les différents services de l'État. C'est jamais simple, ça je connais bien. Et donc pour l'instant, nous on attend de savoir des conditions pour l'instant de mise à disposition de la ville et comment se fera le transfert. Voilà, est-ce qu'on devra recommencer? Est-ce qu'on sera tenu à une remise en état comme le demande l'ONF alors que du fait des travaux du CMN, donc il n'est pas question que je remette en état pour les dégâts qui ont été faits par le CMN. Donc en ce moment, on a un petit sujet avec l'ONF. Ah oui, bien sûr. Bon courage. Il n'y a pas de souci, on en a. Non, mais c'est bien. Finalement, on arrive à tomber à peu près d'accord. Nous, ce qu'on disait avec l'association des riverains de l'avenue du Rossignol, avec la Société des Amis de Château, avec la Société historique de Soissons, avec l'association des parcs et jardins de l'Aisne, c'est qu'en effet, il ne fallait pas se précipiter sur la prairie et il fallait se mettre au Grand Bosquet en attendant de réfléchir à une vraie solution et en attendant de voir comment tout ça allait se passer. Donc c'est super, tout le monde est d'accord. Le parc est préservé pour le moment, c'est bien ce qui est important. Et pour, encore une fois, les Cotrésiens et tous ceux qui profitent de cet espace. Ah bah pour l'instant, en situation transitoire. Moi, je dis simplement que quand la deuxième phase sortira, c'est là qu'on va voir. Et là, je suis assez réservé. Mais moi, je demande pas mieux, que chacun trouve des solutions. De toute façon, le Centre des Monuments Nationaux est en première ligne et c'est pas simple pour lui, hein, parce que lui-même, le déroulé de l'opération, le calendrier reste tendu et ils ont consenti un effort considérable, y compris pour le clos et couvert de la deuxième partie, mais on n'a pas suffisamment. Donc, moi, je pense effectivement qu'il faut faire un point d'étape à l'issue de la première tranche. On verra. On aura peut-être des bonnes surprises, moi, tant mieux. Hein. Surtout que le Forum international de la francophonie va arriver vite. Hein. Oui, mais c'est un événement ponctuel. Je dirais que nous, c'est sur la durée qu'il faut qu'on règle le problème. Bien sûr, il y a des événements. Il y aura des événements qui vont devoir être gérés au coup par coup. L'inauguration elle-même, oui, d'une part, et puis effectivement le forum, et peut-être d'autres, on verra. Mais on attend que le CMN nous donne effectivement ces informations qui, pour l'instant, il nous les donnera quand lui-même aura aussi. Il a géré des demandes qui viennent de sa centrale, hein, c'est clair. Hein. Voilà. Juste pour rebondir sur 2024, comment s'appelle le sommet de la francophonie, et j'ai rencontré M. Rodin il y a une semaine, donc le nouveau directeur du château, de la Cité internationale de la langue française, et donc il me disait que ça sera sur 2 jours, et donc il y aura une première journée sur Villers-Cotterêts, mais qu'a priori il partirait sur Paris dans la foulée, et que pour toutes les questions d'hébergement, de stationnement, etc., ça sera plus sur Paris que sur Villers-Cotterêts. Voilà.
quand ils vont venir à Villers-Cotterêts, il faudra bien qu'ils se garent quand même. Ça sera certainement, oui, ça sera certainement en transport, en commun, etc. Il va y avoir des problèmes de stationnement, mais pour la partie hébergement, déjà, ils ont prévu de repartir après sur Paris. De toute façon, on n'a pas la capacité. Hein. Mais ce que dit M. Rondin aussi, c'est que la problématique de stationnement, il la prendra comme élément dimensionnant, y compris sur cette manifestation. Il le sait très bien. Parce qu'il y a tous les services de sécurité qui vont avec, il va y avoir du monde là. Il le sait très bien. Oui. Non, juste pour préciser, en fait, sommet de la francophonie, il y a deux aspects. Il y a tout l'aspect visite des chefs d'État, tout ce qui est protocole, et ça sera à la charge évidemment du gouvernement, des gouvernements concernés. Et les chefs d'État ne resteront pas à Villers-Cotterêts dormir. Voilà. Après, l'enjeu pour la ville de Villers-Cotterêts, c'est tout ce qu'il y aura autour, notamment tout l'aspect culturel et le forum économique. D'ailleurs, Xavier Bertrand travaille à une feuille de route sur tout ce qui est économie et francophonie pour préparer au mieux ce sommet, parce qu'on doit tous s'y mettre pour que ce soit une réussite au-delà de la réunion des chefs d'État. Il faut que la francophonie puisse vivre, que ce soit un temps fort à Villers-Cotterêts en 2024. Oui, non, mais moi, ça ne me dérange pas que tout le monde travaille sur le sujet. Moi, la seule chose qui m'intrigue quand même, c'est que beaucoup de gens, y compris M. Xavier Bertrand, essayent de s'accaparer un peu la problématique. Moi, ce que j'attends avec impatience, c'est qu'on me désigne quel est le maître d'ouvrage de la manifestation, qui va coordonner toutes ces belles initiatives, et comment ça va se passer sur le terrain, en tenant compte de ces problèmes dimensionnants que sont le stationnement, la partie temporelle. Voilà. Je sais qu'autour de la Cité internationale, il y a ce qu'on appelle un effet brownien important. Beaucoup essayent d'exister. Le président du conseil régional, le département, lui, s'est proposé, mais il s'est positionné depuis longtemps. Là-dessus, il y a moins de surprises. Il va y avoir certainement des tas d'initiatives qui vont être prises. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il faudrait quand même qu'elle se fasse qu'à un moment, on ait vraiment une réunion avec le maître d'ouvrage qui jusqu'à présent est l'État CMN, nous disent clairement qui fait quoi, veut faire quoi, quand et comment. Qu'on nous dise pas au dernier moment, voilà, parce que nous on veut exister, on veut faire un truc. C'est ce qui m'inquiète un peu dans l'initiative parfois des uns et des autres. J'attends avec impatience que le chef d'orchestre me soit présenté pour que ce soit, qu'on n'ait pas des couacs au moment où on jouera la partition. Je suis pas inquiet quant à la bonne volonté des initiatives des uns et des autres. J'ai dit simplement, c'est que justement, j'ai peur moi des initiatives qui partent dans tous les sens, et j'attends qu'on me présente véritablement la partition et le chef d'orchestre. Parce que, comme vous l'avez si bien rappelé, tout ce qui touche au pouvoir de police et à l'ordre, je sais qu'il va se retrouver avec le truc à gérer, avec le représentant de l'État. On sera à deux. On attend avec impatience de savoir comment tout ça va se mettre en place. Pour l'instant, on n'a pas encore franchement de réponse. Même pour l'inauguration du mois de juin, il est grand temps qu'on ait des réponses. Non, mais je fais ça comme ça, j'entends pas. Ça coupe pas. Ça fait moins mal à mes oreilles. Ça coupe. Le chef d'orchestre, c'est l'État, ça on le sait déjà. Et puis il ne s'agit pas de s'accaparer des choses, il s'agit de participer. Non, mais vous dites que Xavier Bertrand va s'accaparer. Il ne va pas s'accaparer. Plus il y a de monde qui participe, mieux c'est. Il faut que ce soit un moment de rassemblement. Et voilà, il n'y a pas de concurrence. En effet, il faut que ce soit organisé, l'État va s'en charger, mais il ne faut pas partir avec une vision négative des choses, comme c'est trop souvent le cas. Une vision négative, j'attire simplement l'intention qu'à un moment il faut que les choses se mettent en place, et que, parce qu'on entend beaucoup d'initiatives par là, mais pour l'instant j'ai pas de schéma de mise en œuvre du dispositif. C'est tout, c'est par expérience. Je sais comment ça marche en France. C'est tout à l'arrache au dernier moment. Je connais les services aujourd'hui des différentes collectivités, y compris ceux de l'État. Par expérience, on a plein de bonnes idées, mais souvent quand on commence à rentrer dans le concret, on s'aperçoit qu'on en a oublié beaucoup en route. Je sais par expérience qu'on a souvent, quand on pose des bonnes questions tôt, on nous répond que c'est trop tôt. Moi, je voudrais surtout pas que ce soit trop tard. Voilà, je suis pas négatif, je suis simplement prudent. Et par expérience, et y compris sur le sujet de la Cité internationale, j'ai bien fait. Est-ce qu'il y a une autre... On était parti donc d'une... de Haute-Rive. Alors on va quand même la voter. Après, vous voyez qu'on ne fuit pas les débats. Donc je mets ces délibérations aux voix. Donc quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui sont contre? Adoptés à l'unanimité. Non, je vais la lire. Bon, tu veux la lire? Vas-y, je te laisse.
Vas-y. Il y a une petite inversion. Donc, rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la communauté de communes Rennes-Sans-Valois concernant les exercices 2017 et suivants. Vu le Code des juridictions financières, considérant le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la communauté de communes Rennes-Sans-Valois relatif aux exercices 2017 et suivants, considérant qu'il convient de soumettre à l'ordre du jour du Conseil municipal la présentation du rapport d'observation définitive donnant lieu à un débat, considérant que le rapport a été joint à la convocation adressée à chacun des membres du Conseil municipal, vu l'avis de la Commission finances émis en sa séance du 20 février 2023, le Conseil municipal délibère et prend acte de la communication du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes des Hauts-de-France portant sur l'examen de la gestion de la communauté de communes Rennes-Sans-Valois pour les exercices 2017 et suivants joints à la présente délibération. Prend acte de la tenue du débat, charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant, fin d'exécution de la présente. Bon, ce rapport a été présenté à la communauté de communes. Vous avez dû en avoir la communication. Bon, globalement, la communauté de communes n'a pas fait l'objet de remarques gravissimes. Il y a toujours des remarques de la Chambre. Moi, pour ma part, je crois même qu'il y a des domaines où ce n'est pas du ressort de la Chambre. Enfin bon, je voudrais qu'elle reste dans ses prérogatives. Mais bon, mais ça, après tout, c'est pas très grave. Mais voilà, donc vous en avez pris connaissance. Il y a des remarques particulières, mais oui. Oh, je vais être clair, monsieur le maire, par rapport à votre propos. Effectivement, je ne vois pas en quoi la Chambre des comptes préconise à une collectivité de recruter du personnel, de créer un poste, je crois que c'est directeur des opérations, un poste de catégorie A, en sachant que cette collectivité, pour une centaine d'agents, en a déjà 11. Ça va porter le chiffre à 12, donc ça pose question, mais le débat n'est pas ici, il se fera lors du vote du budget à la communauté, au conseil communautaire. Et par comparaison, Villers-Cotterêts, de mémoire, ça doit être l'équivalent 165 temps plein à peu près, je crois que c'est ça. Un petit peu moins maintenant. Hein. Et nous avons 2 postes de catégorie A. Ça pose question quand même. Voilà, c'est tout. Bah, comme ça, moi, la Chambre régionale des comptes va peut-être nous aussi nous inviter à engager du monde. Mais non, mais c'est après, elle applique des schémas types, des ratios. On sait comment ça se passe. Hein, c'est conseilleur, mais pas payeur aussi. Hein. Ah. Est-ce qu'il y a d'autres remarques concernant ce rapport qui, bon, que globalement la communauté de communes n'a pas subi de remarques très graves. Et Fabrice, tu peux toujours aller à la communauté de communes demander le rapport. Et, tu l'as ? Non, mais je l'ai le rapport, c'est pas le problème. C'est pas un problème de ne pas avoir lu le rapport. C'était simplement un constat par rapport aux effectifs de la communauté de communes, notamment les catégories A. C'est énorme. Le contrôle n'a rien à voir avec, si tu veux, avec ce que tu dis. Quoi. Oui, mais si, parce ils préconisent de créer un poste encore en plus. Oui. Donc c'était l'objet de ma remarque et j'en ai profité habilement pour dire, justement, voilà. Okay. C'était de la com, comme dirait une personne bien connue du Conseil. Il y a effectivement des remarques qui relèvent des décisions de l'organisme délibérant de la structure, voilà, qui sont des choix politiques. Bon, la Chambre régionale des comptes, effectivement, sa vocation première est de se prononcer sur la gestion, sur l'utilisation des deniers, voilà, sur le respect d'un certain nombre de dispositions réglementaires qui peuvent être fixées soit par l'administration fiscale, soit par les lois et règlements en vigueur. C'est vrai que quand la Chambre se prononce sur des choix qui sont des choix politiques qui doivent être débattus dans l'Assemblée, en vertu du principe de libre administration des collectivités, alors après que la Chambre donne des conseils, mais il y a des choses qui figurent dans le rapport, voilà. Mais ça, en France, on a cette capacité, souvent, la fonction publique, ceux qui ont à charge effectivement la mission de contrôle, aiment bien s'arroger, sortir un peu du cadre. Bon, mais c'est pas bien méchant. Cela dit, je vous dis globalement, ce rapport, on ne peut pas considérer que c'est un rapport qui instruit à charge de la communauté de communes. Voilà. Certes. Pas d'autres remarques ? Alors on en prend acte. Modification du tableau des effectifs filières administratives, suppression et création de postes.
Conformément à l'article L. 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Considérant le tableau des effectifs adopté par le conseil municipal le 14 décembre 2022, considérant que les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la fonction publique territoriale, considérant néanmoins les dispositions de l'article L. 332-8 deuxième du Code général de la fonction publique autorisant par dérogation l'occupation possible d'emplois permanents par des agents non titulaires pour les emplois du niveau de la catégorie A ou B ou C, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par le présent Code. Considérant la demande de mutation du responsable de l'urbanisme, du patrimoine, des affaires économiques et des marchés publics et directeur général adjoint qui occupait son poste à raison de 25 heures hebdomadaires, considérant la nécessité de créer un emploi d'attaché territorial à temps complet afin de pourvoir le poste de responsable de l'urbanisme, du patrimoine, des affaires économiques et des marchés publics, vu l'avis de la commission des finances émis en sa séance du 20 février 2022, le conseil municipal décide la suppression à compter du 16 janvier 2023 de l'emploi permanent de directeur général adjoint à raison de 25 heures hebdomadaires, la création d'un emploi permanent d'attaché territorial catégorie A à temps complet, 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er mars 2023, dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux pour exercer les fonctions de piloter la conduite et la mise en œuvre des projets d'aménagement urbain, travailler en partenariat avec la communauté de communes Retz-en-Valois, gérer le patrimoine et piloter la stratégie foncière, suivre la commande publique, gérer les affaires économiques. Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des attachés territoriaux. Précise qu'en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires pour ce poste, les fonctions pourront être exercées par un contractuel relevant de la même catégorie dans les conditions fixées au Code général de la fonction publique sur le fondement de l'article L. 332-8-2. Dans ce cas, un niveau d'études équivalent au minimum à un diplôme de niveau 6 sera requis et une expérience professionnelle similaire sera souhaitée. L'agent sera rémunéré sur l'échelle afférente de la grille indiciaire des attachés territoriaux entre le premier et le quatrième échelon. La rémunération comprendra en outre le RIFSEP prévu pour le cadre d'emploi correspondant aux fonctions assurées, s'engage à inscrire au budget communal 2023, chapitre 12, les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent nommé dans cet emploi. Cette délibération modifie, en tant que des besoins, le tableau des effectifs joint au budget primitif 2023, autorise, charge et délègue le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. Voilà, donc c'est une délibération qui concerne pour pourvoir le poste de M. Édouard Jeun. Il faut qu'on ouvre le poste avant de pouvoir éventuellement recruter au niveau de... Parce qu'on n'avait pas la possibilité de le faire si on avait un candidat qui rentrait dans cette... Voilà. Bien sûr, c'est une perte pour la ville d'ailleurs. Oui. Simplement, Oui. Quel est le coût de ce type de poste? Quel est le coût annuel? Alors, je ne sais plus comment... Environ. Hein. On l'avait posé la question. Parce que je ne sais plus, il me semblait que c'était... Enfin, avec les charges, j'étais pas 70 000 euros, comme ça. Avec les charges. On vous apportera la réponse. Je pensais que c'était entre 60 et 80 000 euros, mais j'ai pas... Alors, parce que j'avais vu un chiffre, il me semble, c'est à la communauté de communes, justement. C'était aux alentours de 78 000 euros. Oui, mais c'est pour ça que je... Tout compris. 60 et 80 000 euros. Avec les charges, hein, c'est pas ce que touche... Mais le poste de M. Jeun, c'était un peu particulier, parce que là, on ne repart pas sur le même cas de figure. Hein. Chacun reprend un temps plein dans chacune des deux collectivités où il était. C'était vraiment un cas particulier. Le poste était pratiquement taillé sur mesure, hein, compte tenu des compétences qu'il avait et surtout de la connaissance qu'il avait. Voilà. Donc, mais en gros, un poste chargé, la fourchette est large, mais on pourra regarder plus en détail. Non, mais c'était pour avoir une fourchette. Donc, on n'a bien que 2 catégories A à la ville. Actuellement, oui. À ce jour, oui. Donc, ça ne fera pas rien de plus. C'est ce que je voulais dire. On reste à 2 catégories A. Non, ça sera la troisième. Oui. Ouais, ça va. Donc, 12 fois 78 000 euros. Ah bah, voilà, comme ça. Pour une collectivité de notre taille, 3 catégories A, c'est pas énorme. Hein. Ah non, justement. On est c'est ce que j'étais en train de dire, monsieur le maire. Ouais. C'est pas énorme, mais même... Bon, enfin bref. On oui, non, mais... Voilà. Mais ça, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai ce que vous dites. Et puis, c'est de la réorganisation. Enfin bon, c'est pas le débat ce soir.
Mais c'est pour ça que celui-ci, d'ailleurs, quitte à ouvrir un poste de catégorie A, on préfère prendre à 100% pour le coup. Là, hein. Parce que, bon, mais là, c'était historique aussi. Hein, voilà, il avait vu toute l'évolution et la mise en place de la communauté de communes. Donc ça s'était fait en fonction des différentes étapes et c'était normal. Et là, mon prédécesseur avait assuré cette transition avec effectivement les objectifs qui étaient sur la communauté de communes de l'époque. Il y avait une connaissance du territoire et ça s'est passé quand même bien du fait de ce choix. Je pense que ça avait été le bon choix, je le dis clairement. Là. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, on pense qu'il faut chacun qu'on reprenne. Oui. Voilà. Mais la communauté de communes aussi, d'ailleurs, hein, elle ne peut plus travailler de la même manière. On va peut-être prendre encore. Donc c'était Édouard, canal historique, en fait. on lui redira, oui. Si tu m'entends. S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre, adopté à l'unanimité? Contrat d'objectifs EVA pour 2022 et pour 2023. Considérant le besoin de financement de l'association pour couvrir les dépenses liées à la réalisation des objectifs en matière d'animation du quartier politique de la ville et d'action sur l'ensemble du territoire cauterésien. Vu l'avis de la commission finances émis en sa séance du 20 février 2023, le conseil municipal décide d'attribuer les subventions suivantes à l'association Circus Virus pour un montant de 10 000 € au titre de l'année 2022 et 10 000 € au titre de l'année 2023 pour le portage de l'espace de vie et d'animation, dit EVA. Dit que ces sommes sont affectées sous réserve que l'association justifie de l'emploi de ces subventions par la communication d'un bilan de résultats établi au vu des indicateurs proposés en rendant compte de manière détaillée de l'action subventionnée. Autorise la signature par le maire ces deux conventions d'objectifs, charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. Sont joints les modèles de convention 2022 et 2023. Merci. Oui. Oui. Donc, comme pour l'attribution des subventions la fois dernière, donc moi je ne voterai pas puisque je fais partie de Circus Virus. Je suis au conseil d'administration de Circus Virus. Je mets ces délibérations aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre? C'est quoi? Ah, non, parce que comme il y a eu un décalage, voilà, d'accord. Donc adopté à l'unanimité. Madame Roussel, vous avez demandé à faire une communication, donc je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Oui, je pense que c'est une communication qui intéressera nombre d'entre vous et je vous invite à diffuser l'information. Lundi dernier, le conseil départemental a voté la mise en place d'un appel à projet langue française et francophonie. On en parlait tout à l'heure. Donc évidemment, c'est lié à l'ouverture de la Cité internationale en juin 2023 et au sommet de la francophonie en 2024. Donc, au vu de ces temps forts, on lance un appel à projet qui pourra concerner donc, différentes disciplines comme la lecture, l'écriture, la musique, les arts visuels, les arts plastiques, spectacles vivants, outils numériques. Donc, le but, c'est évidemment de mettre en lumière la langue française, les langues de France et la diversité culturelle et de faire référence aux valeurs communes à la francophonie. Droit, démocratie, égalité entre les femmes et les hommes, paix, inclusion sociale, développement durable. Donc, les projets pourront prendre différentes formes, création et composition artistique, action culturelle, de valorisation et d'usage de la langue française, qui font intervenir des artistes professionnels, organisation d'événementiels autour de la langue française, valorisation des langues connexes et apparentées, projet de coopération internationale. Évidemment, les projets devront avoir lieu dans l'Aisne, ça va de soi. C'est pour, oui, 2023 à 2024. Alors, les dossiers peuvent être déposés dès maintenant. Alors, je vais finir. Oui. Laissez-la finir, attendez, laissez-la faire. Alors, les projets, cher Denis, devront avoir un caractère innovant
Et il y aura 3 catégories. Moi, je vais peut-être pas tout détailler. Après, je peux vous laisser le document. Mais ce qui est important de préciser, c'est que On pourra les le projets... transmettre aussi Oui, si voilà. vous voulez, hein, si vous le souhaitez. Hein, Oui, bien ou sûr. à moins que vous voulez le transmettre vous, mais on pourra le transmettre si vous le souhaitez. Hein. D'accord. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les projets peuvent être présentés donc, par les collectivités territoriales, donc, notamment la commune. Donc, j'invite la ville de Villers-Cotterêts à présenter des projets. Les établissements scolaires, les associations et tous les établissements publics sociaux, de santé et culturels. Donc, les projets qui seront proposés seront soit labellisés et subventionnés, soit que labellisés, mais ça reprend un peu ce qui avait été fait pour le centenaire de la guerre et l'anniversaire autour de Jean de La Fontaine également. Donc voilà, c'est pour inciter pour inciter tout le monde à participer. Quel est le budget que le département va consacrer? Alors le budget, il est entre 150 000 et 250 000 euros. Note qui vous sera adressée, vous verrez, il y a des dates à respecter pour les dépôts, parce qu'il faut qu'il manque, ça, il faudra qu'elle soit tenue. Hein. Voilà, donc il y a le 15 avril 2023, là ça fait un peu court pour l'été, 1er septembre 2023 pour les projets de l'hiver 2023 et 20 décembre 2023 pour les projets de l'année 2024. Voilà, donc c'est bien affiché donc, sur les 2 années qui... Voilà, donc là, là, par contre, s'il y a des compléments, on demandera. Nous, on a certains dispositifs qui pourront éventuellement être accrochés. Et puis alors, par contre, c'est aussi valable pour les associations, etc. Là, par contre, il faut structurer quand même, parce que je pense qu'il y aura un dossier à remplir. Et le conseil départemental jugera, bien sûr, il y aura probablement un comité de pilotage. Moi, évidemment, je me tiens à disposition de tout le monde s'il y a des questions. Mais au-delà des dossiers, des aspects techniques, c'est vraiment important que tout le monde s'empare de cette question pour que la francophonie, ce ne soit pas juste un mot, et que ce soit juste le château qui soit ouvert, mais que tout le monde s'empare de ce sujet, parce que je dis tout à l'heure qu'il ne fallait pas s'en emparer, mais que tout le monde participe activement. Bien, merci. Eh bien, le prochain conseil municipal, c'est le 3 mai. Monsieur le maire, une petite question. Ah. L'église, les cloches de l'église, quand est-ce qu'elles reviennent? Quand est-ce qu'elles reviennent? On est tous à se demander où ça... Non mais ça met de la vie dans une ville, ces cloches. Mais là, la réponse, on a notamment Monsieur DU. Je ne sais pas où il en est là-dessus. J'attends. Là, je ne peux pas vous donner une date. Il faudrait que Monsieur. Voilà, on attend que Monsieur DU fasse les choses dans les délais. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, donc je ne peux pas vous dire. Ça, Monsieur DU, c'est l'architecture. C'est un architecte du patrimoine. Les cloches, il y a des entreprises comme Baudet qui regardent. Oui, non, mais le problème du dossier des cloches, c'est qu'il il vient avec le reste du dossier de l'église. Donc, tant que le dossier n'est pas complet, la DRAC, ne traitera pas. Voilà, parce que c'est pour ça qu'on est un petit peu embêté. Je pense qu'il va nous répondre rapidement, parce à sa décharge, il est tout seul. Ils sont pas tellement nombreux. On sait très bien que le plan de charge de ce genre de prestataire est très rempli. Il y a un phénomène de rattrapage en plus qui a été fait. Donc, on a relancé Monsieur DU, qui va nous répondre, j'espère, rapidement, d'autant plus qu'on a pratiquement toutes les réponses pour le reste de l'Église. Donc nous, on souhaiterait effectivement lancer quelque chose pour globaliser au maximum, parce qu'on ne voudrait pas sortir l'opération. Si on doit travailler sur le clocher et qu'on doit remettre des échafaudages alors qu'on a dû les mettre pour l'autre, on ne voudrait pas... Non, les cloches, c'est pas un échafaudage, il faut grimper dans le clocher. Non, il y a des éléments de structure qui nécessiteront peut-être, c'est pour ça qu'on attend le retour, on ne veut pas avoir à monter plusieurs fois pour le clocher, il a été réparé, il a été refait. La toiture. Non, mais il y a des éléments de structure liés aux cloches qui font qu'on attend d'être certain de ne pas avoir à retravailler sur d'autres éléments que les cloches elles-mêmes. Voilà. Donc on attend la complétude du dossier, parce que une fois qu'on a fini la Cité internationale, s'il faut remettre des échafaudages dans la rue de l'Impasse ici pour accéder place du marché, on aimerait avoir la vision globale avant de. Voilà, c'est tout. Hein, mais ce sera fait. Mais je peux pas aujourd'hui vous donner de date. Voilà. Moi, je fais pas de promesses que je peux pas tenir. Des cloches. Ouais. Tous les dimanches, j'en vois rentrer des cloches dans l'église. Prochain conseil, qui s'est demandé le 3 mai. Oui. On peut disposer ou... Oui, pas de souci. Rompez les rangs alors.